Bienvenue sur Daronne, ton podcast par Diaspora. On se retrouve tous les mois pour mettre la lumière sur l'histoire de ces femmes, à la fois mères et pionnières, toutes issues de l'immigration. Et aujourd'hui, c'est avec Sandrine qu'on tourne cet épisode. Salut Sandrine! Hello, bonjour à tous, à toutes, bonjour à toi et merci beaucoup pour cet honneur que vous me Mais donnez. c'est toi qui nous fais honneur. Vous m'honorez vraiment de vous déplacer en plus pour venir chez moi afin comme ça que je puisse vous partager mon histoire, Avec mon plaisir. parcours, dans l'espoir que cela puisse impacter un maximum de personnes. Merci à toi de nous accueillir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, qui suis-je? Je suis Sandrine Fancy, maman de 3 enfants. Donc, j'ai un travail, je suis salariée, cadre dans le secteur bancaire. À côté, je suis coach professionnel certifié, donc experte en résilience. Je suis également auteure de plusieurs ouvrages, dont le principal qui est mon autobiographie, Sandrine la résiliente de sans papier à Marine républicaine. Je suis également présidente d'une association nouvellement créée qui est la chaîne des femmes résilientes créée avec ma fille, qui repose comme ça sur 3 piliers, dont je vous en parlerai peut-être plus, dans la résilience, le sport et l'éducation. Incroyable. Bravo pour ton parcours. Merci. Et avant de commencer, moi je veux que tu me présentes ce qu'il y a sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? On a du poulet, qui est un repas qui est consommé par tout le monde, hein, qui est largement consommé aussi au Cameroun. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce poulet brisé, que ma fille a fait ce poulet brisé. Donc, je tiens à préciser que c'est ma fille qui a préparé la table, Bravo. qui a tout fait. Bravo Donc, Léana. du poulet, c'est bien Léana. Du poulet brisé, on a des samoussas aussi qui se mangent dans toute l'Afrique, dans toute la France, partout. Voilà. On a des haricots, donc c'est typiquement camerounais parce que le haricot se mange avec, c'est des haricots frits, Ok. avec une sorte de sauce tomate, avec des crevettes qui se mangent. C'est un des plats principaux du Cameroun, Ok. qui se mange avec des beignets de farine. Donc on le mange même le matin. C'est vraiment un repas phare, même je dirais, au Cameroun. Donc il se mange avec des beignets et une sorte de bouillie. Ok. De maïs au Cameroun, et elle a fait un petit peu de riz aussi. Il y a des beignets Incroyable. de maïs et puis il y a des beignets de farine qui sont en train d'arriver. Donc voilà, c'est vraiment un plat, le plat principal vraiment du Cameroun, c'est beignets haricots. Ok. Et après le reste, Ok. c'est un peu connu partout en Afrique et pas qu'en Afrique. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Avec d'avoir grand plaisir. préparé tout ça. Avec grand plaisir. Je vous aurais fait le ndolé. On était un peu limite sur le temps, mais ça m'aurait vraiment fait plaisir de Une vous faire le prochaine ndolé, fois. qui est le plat, l'un des plats mythiques qui ne se cuisine qu'au Cameroun. Ah ouais, et c'est quoi? Enfin, ça ressemble à quoi? Alors le ndolé, c'est une plante verte, un peu comme des épinards, mais amères. Ok. On les lave et on les fait cuire dans une purée d'arachides. Donc c'est des arachides qu'on a écrasés, qu'on a mixés avec des oignons, ça dépend vraiment de chacun. Et puis quand on mélange ça, on fait avec de la viande, avec du poisson, avec des crevettes, ça se mange avec du riz, des bananes plantains cuits à vapeur, avec du manioc cuit à vapeur ou avec de la semoule, du couscous de maïs aussi. Ok, trop C'est bien. un plat qui est vraiment typique camerounais, le ndolé. Voilà. La prochaine fois, on viendra, on vous traquer Avec ça. plaisir, il y aura le ndolé, il y aura tous les autres bongo tiobi et tout ce qui va avec. Trop bien. Bon, maintenant, on va commencer à parler de ta vie. Et moi, j'aimerais bien que tu nous racontes comment la petite Sandrine, elle a grandi. La petite Sandrine, elle a une enfance qui est l'enfance de plusieurs, enfin de milliers d'enfants en Afrique. Moi, j'ai grandi en Afrique, au Cameroun, et je suis née à Bafoussam. Mes parents travaillaient dans le secteur médical à Bafoussam, et la particularité dans mon enfance, c'est qu'à la naissance de mon petit frère, 2 ans plus tard, ma tante, qui est aujourd'hui décédée, paix à son âme d'ailleurs, qui n'avait pas eu la chance d'enfanter, d'avoir d'enfants, est venue, la grande sœur de ma maman, pour rendre visite pour voir ma maman qui venait d'avoir un nouveau bébé. Et quand elle partait, on m'a offert un peu comme un cadeau à ma tante. D'ailleurs, mon deuxième prénom, c'est le sien, Edith. Ah ouais. Donc, et moi, je suis partie avec ma tante, j'avais 2 ans. Et vraiment, j'ai vécu toute cette partie, enfin toute mon enfance chez ma tante. Hein. Ok. On est parti, c'était en campagne au Cameroun. Donc, on était à Bafoussam, c'est une grande ville du Cameroun. Nous sommes partis en campagne, à Kekem exactement, où vraiment j'ai commencé ma vie. Et pendant des années, d'ailleurs, j'ai cru que c'était elle, ma maman. Et c'est plus tard que j'ai retrouvé mes parents à Douala, la capitale économique du Cameroun, en fin d'adolescence. Après, nous avons déménagé. Bon, mes parents sont séparés. On était à Makepe, nous avons déménagé pour New Bell avec ma mère, et de là j'ai pu immigrer pour l'Europe. Ok. J'avais 21 ans. Et du coup, c'était quand le moment que
Enfin, le moment où tu as rencontré tes parents, tes vrais parents du coup, c'était à quel âge? Mes parents, je les voyais, mais de loin. Ok. C'est-à-dire que j'ai vraiment su que c'était mes parents. Je devais avoir 12 ans à peu près. Ah ouais. 12 ans à peu près, parce que j'étais tout le temps Et avec tu ma l'as tante. vécu comment? De te dire, mais c'est pas vraiment ma Alors, mère. c'est une anecdote parce qu'en fait, mes parents, eux, habitaient avec mes frères. Moi, j'étais Hmm. l'aînée de mes parents, donc. Et j'étais en vacances, j'avais terminé mes études primaires. Ok. Et là, au Cameroun, ça s'appelle le CEPE, Certificat d'études primaires élémentaires. Et ma tante m'a amenée dans la capitale, donc économique, voir mes parents, c'était vraiment mon cadeau, c'était chouette. Donc je suis allée passer les vacances chez mes parents et là, mes frères, enfin je voyais bien mes parents, j'étais gâtée, hein, parce que Hmm. voilà, ma maman, voilà, sa fille était arrivée, donc elle m'offrait plein de cadeaux, on sortait, on faisait plein de choses. Et j'ai senti que ça titillait un petit peu mes frères, qui me disaient, mais Ok. rentre chez tes parents, rentre et tout. Et c'est vraiment là-bas que j'ai su que j'étais chez mes parents et que c'était ma mère autant que leur mère aussi, en fait. Ah. Voilà, donc c'est à ce moment-là que le lien s'est vraiment créé. C'est la Ok. première fois que je vivais vraiment consciemment avec mes parents. Ok. Et après, du coup, t'as vécu jusqu'à. Après, j'ai un petit peu vécu avec eux, mes parents sont séparés et puis je suis repartie à Kekem, donc pour quelques années aussi, hein. Donc je suis repartie, c'était dans la même ville, mais je n'étais pas chez ma tante. Ok. J'étais avec mon père à ce moment et ma mère, elle était restée à la capitale Ok. et je suis revenue dans la capitale après. Ok. Et est-ce que, du coup, t'avais continué tes études ou t'as pas pu en faire? Enfin, c'était comment Ah, si, j'ai toujours continué mes études, toujours. Et du coup, t'avais fait quoi comme études Alors le primaire, le primaire, je l'ai fait à Kekem avec ma tante. Le secondaire, une partie à Kekem et une partie donc à la capitale économique avec mes parents à Douala. Et j'ai commencé même mes études universitaires à Douala. Ok. Je me suis inscrite en première année de fac et c'est au cours de cette année que je suis partie. Ok. Donc c'était une fac de biologie, Ok. Et du coup, biologie après, t'es partie en Europe, en France, oui. en France. Et c'était comment le départ en France? Le départ en France. Alors le départ, il y a eu 2 départs en France. Il y a eu des départs en France. Donc ça fait un peu partie du titre de mon livre de Sans papier à Marine républicaine parce que le premier départ, c'était un échec. Hmm. Un échec parce que déjà pourquoi est-ce que je suis partie en France? Je suis partie parce que déjà il y avait mes parents, notamment ma mère, voulaient un avenir meilleur pour nous. Donc, elle regardait quelles étaient les opportunités au Cameroun et c'était un peu flou. Mhm. C'était flou. Et il y a un événement qui a accéléré les choses, hein. C'est-à-dire que là, on commençait à regarder. Mais j'avais vécu des sévices quand j'étais petite. Donc, on en parlera. Bon, j'avais été, je peux le dire comme ça, hein, par un membre de la famille. Et c'est quelque chose que j'ai dû avouer sur le tard quand j'étais Ok. grande. Et ça a vraiment précipité les choses. Donc ma maman qui regardait un petit peu avec ses frères, ses sœurs, comment est-ce qu'on allait faire pour qu'un enfant parte là, elle s'est dit, il est temps que tu En gros, elle partes voulait te parce que sauver voilà, il fallait de que tout je ça. parte. Il fallait Ok. que je parte, c'était le moment. Donc ça a accéléré, on va dire, les procédures. Hmm. Et on n'avait personne, on n'avait pas de lien en Europe, on avait personne, vraiment personne. Et elle a dû se renseigner pour savoir s'il y avait des connaissances qui connaissaient des personnes. Et effectivement, elle a rencontré une femme extraordinaire dont les enfants vivaient ici en France et on a trouvé quelqu'un qui a dû donc faire mes papiers pour que je puisse partir parce que ce n'était pas évident d'aller à l'ambassade et tout. Donc on a, si on peut dire, acheté ce visa, le sésame, donc, et puis le visa à main. Et il a fallu que je me sépare de ma famille pour partir sans savoir. Alors pour moi c'était trop beau, je partais étudier, hein, Ouais. c'était génial. Pour mes parents c'était super, pour ma mère, mes frères c'était génial, mais on savait pas, enfin on ne connaissait Ouais. pas vraiment la réalité sur le territoire dont je suis partie et malheureusement pour moi, je suis arrivée à Charles de Gaulle et j'ai été interpellée par la police des frontières. Et ça s'est très très mal passé pour moi parce que j'ai été interrogée, je suis allée en centre de rétention. Ah ouais. Puis Ça s'est passé comment, c'est un centre de moment rétention? très très difficile. Enfin oui, j'ai eu du temps, j'ai pris du temps vraiment pour pouvoir vous parler, enfin parler même de cet état parce que c'était vraiment un moment marquant de ma vie. J'avais toujours été Hmm. dans le cercle familial et là, je me détachais, donc je partais toute seule dans un environnement que je ne connaissais pas. Hmm. Nouveau climat, nouveau pays, tout était nouveau pour moi. Je voyageais toute seule aussi, je prenais l'avion pour la première fois. Voilà, j'étais encore le bébé de mes Hmm. parents, hein, parce qu'on est majeur au Cameroun à 21 ans, mais on est toujours dans le cercle Ouais. familial. J'avais toujours tout C'est fait pas avec ma pareil mère. que le Non. mode de vie Pas occidental du tout, où à absolument pas. 18 ans c'est bon, on peut s'envoler. Absolument pas. Ouais. Et même aujourd'hui, ça a changé. Ouais. Les choses ont changé au Cameroun parce que voilà, les filles sont très vite émancipées. Il y a voilà, l'information qui arrive avec Internet. Donc tout a changé. Les mentalités ont évolué. À l'époque, c'était vraiment la fille, on restait à la maison. Je ne prenais pas de décision. Enfin, même pas. Je n'avais même pas. Non, c'est ma mère qui prenait des décisions pour moi. Et là, je me retrouvais dans un environnement où je ne connaissais personne.
je me trouvais, enfin, on me fouillait, mais je n'avais personne à gauche, je n'avais rien, j'étais totalement perdue. Non, ça a été difficile, vraiment, cette étape de fouille où je me suis sentie vraiment... c'est la première fois où je me sentais inhumaine, en fait, parce que se sentir fouillée comme ça, interrogée, et puis accompagnée par la police des frontières en centre de rétention, très dur, en passant au milieu des passagers, c'était très, très dur. C'est un moment très, très difficile. Ouais, c'est je me humiliant sentais un peu. humiliée, mais vraiment humiliée. Et puis j'avais un accoutrement, oh là là, qui était... voilà, je ne passais pas inaperçu. Hein. Ok. Je suis arrivée en plein hiver, j'étais en boubou, vous vous rendez Ah, compte, j'avais très froid, donc j'avais des chaussettes dans l'avion, des chaussettes, j'avais des escarpins que j'avais pliés quasiment, j'avais des couvertures. Enfin voilà, ils m'ont mis cette couverture là pour me tenir chaud et puis je passais devant les passagers comme ça pour le centre de rétention, pour prendre la voiture et partir au centre de rétention dans la voiture de police bien évidemment. Et là-bas, c'était très difficile parce que je n'étais pas toute seule en centre de rétention, on était nombreuses, hein, des personnes âgées aussi, ça m'est resté longtemps quand même, tout ce traumatisme des personnes âgées qui étaient là, des jeunes, des enfants aussi, des moins jeunes, mais tout le monde pleurait, il n'y avait pas de joie. C'était triste parce que chacun, enfin, on savait qu'on était là parce que on n'était pas en règle. Il y avait quelque chose, on n'avait pas pu partir comme tout le monde. Donc on était triste, on ne pouvait pas voir pour certains leur famille qui attendait à l'extérieur. On ne savait pas quel était le sort qui nous attendait en fait. Mais bien sûr, c'était presque évident parce qu'ils nous disaient, hein, moi quand on m'a amené au centre de rétention, on m'a dit, vous allez être rapatrié dans votre pays d'origine. ok. Donc j'ai passé une nuit au centre de rétention, une nuit qui a duré une éternité pour moi, hein. Je n'ai quasiment pas dormi et voilà, le lendemain est arrivé, comme à chaque fois la police arrivait, ils ouvraient la porte et on appelait ceux qui avaient un vol retour et moi j'ai été appelée pour repartir. Le lendemain Le directement. lendemain. Donc j'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce qui... Parce que là je me rendais compte que il y avait l'appréhension, c'est-à-dire que j'étais au fond de moi contente de revoir mes parents, que ça se termine. Mais j'étais triste quand même de repartir parce que je savais les moyens qui avaient été engagés en amont pour que je puisse partir. Je savais la déception que j'allais infliger à mes parents, notamment à ma mère qui avait vraiment, voilà, tout hypothéqué pour que je puisse partir. Hein. Elle n'avait plus d'économie, elle avait tout mis pour que je puisse partir. Donc je savais que ça allait être très très dur pour elle. Et ça m'arrachait le cœur, ça me déchirait le cœur. C'était un gros échec pour moi. J'avais déçu au plus profond d'elle-même, donc c'était terrible. Et ça me faisait hurler. Mais même si en soi, c'était pas de ta faute. Non, mais sur le coup, on ne le vit pas comme ça. Sur le coup, c'était de ma faute. Je n'avais pas fait les choses comme il fallait. On m'avait interrogé, je n'avais pas répondu comme il fallait. Bon, c'est vrai que le visa, il n'était pas... Oui, il était un peu traficoté, si on peut dire. Mais voilà, les autres étaient partis. Donc, pourquoi moi ? Peut-être que j'ai fait ce qui n'allait pas. Et puis, quand on part, je me souviens quand je partais, bon, ça se cache souvent quand on part, on ne le disait pas à l'époque. Bon, aujourd'hui, on en parle. Mais c'était caché, c'était un secret qu'on gardait par peur qu'il y ait des représailles, de la jalousie et tout. Donc, c'était caché. Donc, à partir du moment où je suis partie, le jour où je partais, c'est ce jour que la majeure partie de la famille a été appelée par ma mère ou mes amis proches. Ma mère m'a dit, tu peux appeler quelques amis pour leur dire que tu pars. Donc, c'était le jour même. Donc, une fois que j'étais partie, tout le monde savait que j'étais partie. Mais on ne savait pas que j'avais été interpellée, en fait. Et que je revenais. Je n'avais pas pu avoir mes parents pour leur dire que ça ne s'était pas passé comme prévu et que je revenais. Okay. Donc, c'était terrible. Je me demandais, mais je n'avais pas mes bagages, je ne savais pas. J'étais totalement perdue, en fait. Totalement perdue. Donc, ils me conduisent à l'aéroport d'un nouveau vol pour rentrer. Donc, je pleure. Le boubou que je portais méconnaissable. Je hurle, ils me disent taisez-vous sinon on va vous ligoter, on va vous attacher, ça ne sert à rien, calmez-vous. Donc j'arrive la première dans le vol, au fond du vol, donc très très anéantie, dépitée, et je n'arrêtais pas de pleurer. Et à un moment donné, voilà, ils me disent ça ne sert à rien, ils se mettent là autour de moi, ces policiers, et les passagers rentrent, ils me regardent de loin, mais je lis la tristesse dans les regards. Ils sont intrigués, pourquoi je suis au fond, je suis toute seule au fond. Donc c'est vraiment une image terrible, hein, parce que quand je suis repartie par la suite, j'ai vécu aussi d'autres expulsions et ça me replongeait dans cette douleur-là. Je me tais à un moment donné et puis je vois les policiers, ils sentent que je suis calme et ils repartent et ils me confient aux hôtesses. Okay. Et là, quand ils partent, je relance, je pleure, je me dis, elles vont avoir pitié de moi, s'il vous plaît, laissez-moi sortir, je ne veux pas rentrer, ça va être dur pour ma mère, s'il vous plaît. Et elles ne peuvent rien faire, malheureusement. Elles me donnent à boire, je ne peux pas boire, donc je vais crier, je vais hurler, et malheureusement, le vol va décoller. Et une fois que le vol repart, c'est terminé, on ne peut plus... Voilà. C'est trop tard. Et je le dis ici, je le décris dans mon livre, quand il décolle, je souhaite mon vœu le plus cher à ce moment-là, c'est qu'on n'arrive jamais, en fait. C'est-à-dire, je souhaite que cet avion-là se crache. Ah ouais, tu préférais mourir? Je préfère. Alors, c'est pas pour tuer tous les autres, hein, mais c'est moi, je préférais
pour moi, c'était l'échec de ma vie. Là, le premier gros, voilà, je veux dire, le gros échec de ma vie. Pour moi, voilà, c'était terminé. Donc, je préférais ne jamais arriver. Et du coup, là, tu arrives à l'aéroport. Oui. Et dans ta tête, il se passe quoi? Parce que tu te dis, je vais arriver à la maison. Je ne sais même pas si on m'attend parce que je n'ai pas de nouvelles de ma famille depuis 2 jours déjà. Okay. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vais. Je suis dépitée. Et puis, surtout que quand j'arrive, je suis tout de suite remise entre les mains de la police camerounaise. Et le traitement n'est pas pareil qu'en France. Donc c'est difficile parce que je ne sais pas où je vais. Est-ce que je vais en prison? C'est la police qui me récupère en fait. Okay. Ils te font quoi du coup? Donc ils me prennent et ils me mettent dans une sorte de petite cellule à l'aéroport. Et je vois ma mère et mes oncles qui étaient là. Ma mère, en 2 jours, je ne la reconnais pas parce ce n'est plus la même personne en fait. Et c'est le choc pour moi. Je vois franchement, c'est terrible en fait. Et là, elle dit à mes oncles, vous faites tout pour qu'elle n'aille pas en prison parce que c'était ça en fait. Il fallait que je sorte de cet aéroport-là. Il ne fallait pas que j'aille en prison parce que ça allait être pire. Ça allait être déjà la pièce là où j'étais, c'était. Moi, je me plaignais des conditions dans lesquelles j'étais ici en centre de rétention, mais là-bas, c'était pire. C'était pire. Donc elle dit, faites tout pour qu'elle n'y aille pas. Donc mes oncles présents vont se battre comme ils peuvent pour que je ne. Ils ont fait quoi? Reparte pas, ils ont dû aller négocier, échanger avec eux, parler, ils ont certainement dû donner un petit peu d'argent pour que je puisse être... parce que c'était faux, mon visa, il n'était pas... Voilà, ils avaient dit qu'il fallait que je rentre parce qu'ils avaient des doutes un petit peu sur mon âge, des choses comme ça. Et j'ai dû repartir. Mais sauf que je ne rentre pas à la maison. Parce que tout le monde sait que je suis partie. Ah, donc c'est parce que dès que je suis partie, ça a été... tout le monde a dit, Sandrine est partie, ça y est, c'est la fête. La nouvelle s'est répandue un peu partout, en fait. Donc, rentrer, c'est un échec, c'est une honte phénoménale. Donc, je ne peux pas rentrer. Donc, là, on prend la voiture, on m'amène très, très loin, chez un ami d'un de mes oncles, mais vraiment dans une zone très, très reculée. Et là-bas, je n'ai pas accès au téléphone, je n'ai accès à rien. Même mes frères ne sont pas au courant que je suis rentrée. Ma tante, donc, maman Edith, dont j'en parle, Marie Edith, elle s'inquiète, elle dit, mais Sandrine, on n'a pas eu d'appel, est-ce qu'elle est bien arrivée? On ne sait pas. Donc ma mère est obligée ouais, va appeler, mais elle ne va pas bien. Mes frères, elle n'a pas appelé, est-ce qu'elle est arrivée? Donc je vais rester là-bas pendant un certain nombre de jours. Et je vais dire à ma mère, il faut qu'on trouve les moyens pour que je reparte. Parce que dans mon malheur, la chance que j'ai, c'est que mon visa, il est encore valable. Ok. Il faut trouver le moyen de repartir en fait. Donc tu avais quand même la niaque de dire ah oui, il fallait repartir. C'était pour moi, pour mon bien. Je ne pouvais plus, voilà. Maintenant que j'avais dénoncé ce qui se passait, il fallait que je parte. Et puis c'était pour mon bien, c'était le projet voilà, c'était pour ma vie, pour la vie de ma famille. Il fallait que je parte en fait. Donc là, on va reprendre toutes les ressources que j'avais, le peu d'argent de poche que j'avais, on va faire ce qu'il faut faire pour essayer de trouver un nouveau billet d'avion, trouver un nouveau passage. Il ne faut plus que je passe par Charles de Gaulle. Et puis voilà, donc je repartirai quelques jours après. Mais cette fois-là, je sais que je n'ai plus droit à l'erreur en fait. Je pars avec toute la trouille que, voilà, je pars, mais vraiment, j'ai envie de dire que c'est mon corps part, mais mon esprit, il n'est pas là. Mon esprit, il est... Voilà, si ça va pas, je me jette, je m'en fous. Ah ouais, tu dissociais complètement. Voilà, en fait, moi, si ça va pas, je ne rentre pas, peu importe, je saute en bas, je fais ce que je peux, mais voilà, je pars. Et cette fois-là, je pars, je passe par un autre pays, et puis je manque encore de me faire interpeller dans un pays, donc c'était... T'es passé par où? Par la Suisse, par le virus dont j'arrive. Et je suis à 2 doigts de me faire choper, en fait, à 2, comme ça. Il s'est passé quoi? Alors, il s'est passé quoi? J'arrive, mon passeport, du coup, quand je suis revenue, mon passeport a été un peu... pour qu'on ne s'inquiète pas, pour qu'on ne s'interroge pas sur le fait que je sois revenue et repartie assez rapidement, on a dû mettre des cachets de sortie et tout ça. Donc, l'officier qui prend mon passeport à ce moment, le regarde et elle se dit... c'est bizarre, vous étiez à Charles de Gaulle il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et moi, je dis non, j'ai eu un problème de famille, quelqu'un qui était malade, il fallait que je reparte rapidement. Et elle a des doutes, en fait. Et elle pense, elle le dit même, elle évoque le fait de pouvoir appeler Charles de Gaulle pour être certaine qu'il n'y a pas eu. Ah ouais. Et là, je suis en panique, je suis là devant elle, je commence à dire, c'est pas de ma faute si. Et là, elle a son portable qui sonne. Les Nokia 3310, les anciens portables, je n'oublierai pas, parce que c'était la même sonnerie que le téléphone de ma mère, qui sonne. Et là, elle décroche et elle passe mon passeport à son collègue. Et là, je vais devant son monsieur, c'est pas de ma faute, je suis machin. Je lui parle, je lui explique, il met le tampon, il me dit allez-y. Et moi, vous savez, le chemin qui entre le contrôle là et de sécurité et l'avion, mais j'ai mis 2 secondes.
Et je cours, et je trace, je pousse tout le monde, et les gens qui ne comprennent pas. Ouais. Je rentre dans l'avion, je suis en panique, je vais aller aux toilettes, on dit, mais patientez, il faut que... Mais je suis en sueur, je me dis, elle va venir me chercher, ce n'est pas possible. Je suis en Toi, panique. tu t'imagines, elle arrive pour en moi, mode c'est sûr, ça. elle est en train de venir. Moi, je veux qu'on parte, je tremble, je panique, je suis celui à côté, il ne comprend pas. Enfin, je bouscule les gens. Vous imaginez, vous n'avez jamais voyagé vraiment. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, ça m'arriverait, je demanderais à la personne, est-ce que ça va? J'appellerais même l'époux, dire, regardez ce qui se passe, en fait. Parce que ce n'était pas moi, j'étais en mode, voilà, il faut qu'on parte, elle va venir me chercher, et on ne comprend Ok. pas. Ouais, la panique totale. Voilà, la panique totale, la panique totale. Et J'imagine. puis, je me dis, elle va venir, c'est sûr, elle va venir me chercher. Là, c'est fini, c'est fichu pour moi. Donc, finalement, on part et on arrive en Espagne. Donc, j'arrive en Espagne. Je n'ai pas de relation en Espagne. Une connaissance qui a demandé à une connaissance de venir m'attendre à l'aéroport. Et là, pareil, quand l'avion arrive, je me dis, oh là là, encore des contrôles. Oh. Et puis là, il faut reprendre l'énergie. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Je me dis, bon là, et cette fois-là, je ne sais pas. Enfin, j'arrive devant la police des frontières et voilà, il y a la queue, mais j'attends, j'hésitais, il y avait une femme, il y avait un ceci. Je voulais aller vers la femme parce que je me disais, bon, là-bas, ça va être mieux, mais non, ils viennent, ils me disent, vous allez là. C'était un monsieur barbu, costaud, je me dis, oh, c'est fichu pour moi. Alors là, c'est mort. Il prend mon passeport, il regarde, il met le cachet, il me dit, bon voyage. Et je me fais prendre devant, mais cette fois-là, c'est la douane qui contrôle mes bagages. Je me dis, mais c'est pas possible, ça ne va jamais s'arrêter en fait. Qui recontrôle encore quelques bagages, sachant que les valises étaient toutes cassées, parce que voilà, on a repris les mêmes valises du premier voyage pour essayer de... Et il me dit de partir. Mais pour moi, il y a d'autres contrôles. Pour moi, c'est impossible que ce soit terminé en fait. La prison. La prison, dès que j'ouvre, dès que la porte s'ouvre, je vois Sandrine. J'ai envie de fuir, je suis en train de parler, je me dis, mais encore? Mais non, c'est cette personne qui m'attendait du coup avec ce panneau. Et il était au téléphone avec la famille, il n'arrêtait pas d'appeler, est-ce qu'elle est là? Et il me passe le téléphone directement. Et je prends le téléphone, c'est mon nom qui est au bout de fil, j'ai dit allô, et c'est la fête, j'entends tout le monde qui crie de l'autre côté, il m'accroche. Et moi j'arrive, il me regarde, il me dit bienvenue au front. Je dis comment ça, bienvenue au front? J'ai dit c'est fini, je suis en train de courir, il dit c'est bon. Et moi j'avance, il dit c'est bon, il n'y a plus de contrôle, c'est bon, calme-toi. Je dis c'est sûr, il dit c'est bon. Et je commence comme ça ma vie en Europe en fait. Ok, et du coup là t'étais en Espagne. J'arrive en Espagne, je suis accueillie en Espagne et c'est marrant parce que quand j'arrive, je ne suis pas contente. C'est-à-dire la famille danse de l'autre côté, mais je ne suis pas sereine en fait. Okay. Parce que là, je suis hors de l'aéroport, mais je ne connais personne. Le lieu est totalement inconnu pour moi. Il fait froid, il sent que je suis perdue. Zagalo, c'est l'une des personnes pour moi qui est très importante pour moi, cette personne-là, parce que il m'a accueilli, ne me connaissait pas du tout et il a eu une âme extraordinaire. Il a une âme extraordinaire, ce monsieur, parce qu'il voit que je suis en panique, il me dit ça va être dur, il va falloir que tu sois forte. Hein. C'est pas évident. Hein. Et tout de suite, il me met dans le bain, il me dit parce que là, il te reste peut-être quelques jours de validité de ton passeport, mais il va falloir que tu t'accroches. Je lui dis pourquoi? Il dit parce que tu vas être sans papier. Je dis mais comment ça sans papier? Moi j'ai mes papiers, j'ai mon passeport. C'est pas ça les papiers en fait. Et c'est là il se rend compte en fait qu'il a en face de lui une fille qui est naïve, mais à un point très naïve. Il se dit mais comment elle va s'en sortir toute seule? Mais pourquoi? Comment tu vas faire? Et là il me propose de rester en Espagne. Et du coup c'était où en Espagne? À Madrid, à Madrid à l'aéroport. Il me dit reste en Espagne. Je lui dis bah non je peux pas. Il me dit reste en Espagne parce que tu pars en France, tu sais même pas où tu vas. Mais comment tu vas t'en sortir là-bas en fait? J'ai peur pour toi, donc reste là parce qu'il va avoir une vague de régularisation. Donc pour les personnes qui sont là depuis longtemps, qui travaillent dans les plantations, qui ont travaillé pendant un certain temps, je vais m'arranger pour te faire intégrer le groupe, t'inquiète pas. Mais moi je suis la fille à maman, je n'ai jamais pris de décision toute seule. La famille m'a dit tu vas en France, mais je vais aller en France. Je lui dis non, je ne reste pas. Il me dit tu es sûre? Quand j'insiste, il me dit ok, bah, tu vas y aller, mais si ça ne va pas, il faudra que si tu veux, tu reviens, mais ça va être plus compliqué. Parce que là, tu n'auras plus de papier. Donc, super, il m'achète. J'étais très mal vêtue encore. Hein. Il me dit, t'as pas de pantalon digne? J'ouvre la valise, je sors un digne. Il me dit, voilà, habille-toi chaudement, c'est mieux. Il me donne sa veste. Donc, vraiment super, très, très, franchement, une très belle personne. Et c'est la personne qui m'a vraiment soutenue pendant mes premiers mois en France. Parce que je l'appelais tout le temps, ça n'allait pas. Et une fois, il m'a dit, bon, Yana, essaie de revenir. Il m'a dit, c'est risqué, mais essaye. Je suis allée jusqu'à la gare et j'ai fait marche arrière. Je me suis dit, j'ai peur si je me fais... Parce que t'as fait comment là, de Madrid jusqu'à... Ok, t'as pris à Paris, le train? j'ai pris un train. Okay. J'ai pris un train couchette. D'ailleurs. Ah ouais, les trains de nuit et les tout. Les trains de nuit. Une première toute seule, hein, pour une fille qui n'a jamais voyagé toute seule. Je vous dis, moi, je suis passée d'un bébé de 2 ans à une adulte de 35 ans, en fait. Donc, je prends le train et dans le train, j'étais dans la même cabine qu'une famille. Et j'étais totalement perdue, les pauvres. Et je pleurais tout le temps, ils ne comprenaient pas pourquoi.
J'avais mes valises qui étaient cassées. Quand je me souviens, quand on est arrivé à la gare, c'est le monsieur qui m'a aidé à tirer mes valises. Il me dit, bon, vous faites quoi maintenant? Et je le regarde en mode, bon, je vais appeler, j'ai un numéro de téléphone. Bon courage, madame. Accrochez-vous, soyez forte. J'ai pleuré tout. Je ne leur ai rien dit, mais je pleurais tout le voyage, en fait. Et j'arrive, j'avais un contact en France. Donc, je l'appelle déjà pendant des minutes. Je n'arrive pas à la voir. J'interpelle des personnes là, parce que je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas téléphoner. Donc, il faut que je puisse appeler. La cabine, moi, je ne sais pas m'en servir. Donc, j'interpelle, s'il vous plaît. Et les gens qui commencent à marcher vite, je me dis, mais où est-ce que je suis en fait? Parce que ça n'existe pas chez nous. C'est zen, on ne court c'est pas. tranquille. C'est tranquille. Mais là, les gens, ils courent. Excusez-moi, non, excusez-moi, non. Donc, j'arrive à voir une personne qui me donne un portable. J'appelle plusieurs fois et après, on le rappelle et je prends. Je lui dis, je suis arrivée. Elle me dit, bon, ok, c'était arrivé après des heures. Je dis, ok. Elle me dit, tu prends un taxi. Ok, je prends un taxi au Cameroun, tu te mets en route, tu fais ça, il y a un taxi sur la route, un taxi s'arrête, tu vas, tu prends un taxi, débrouille-toi, renseigne-toi où est-ce qu'il y a une station de taxi, une gare de taxi, tu vas arriver, tu donnes l'adresse et puis tu viens. Donc, il faut y aller avec les valises. Hein. J'ai ma petite valise qui est cassée. J'ai les roues sont cassées. Donc, je me vois là, je traîne avec mon manteau. Je ne tire... Enfin, voilà, je tire tout ça. On m'aide un petit peu, on me dépose. Voilà, les personnes m'aident un petit peu. Et j'arrive à cette station et il y a un taxi qui me prend. Je lui donne l'adresse. Et on a beaucoup parlé avec le taxi. Il s'est rendu... Enfin, il a tout de suite remarqué que je venais d'arriver, que j'étais totalement perdue parce que j'étais là, je regardais à l'extérieur, je voyais les arbres, il n'y avait pas de feu. Je me dis, mais où est-ce que je suis? C'était gris. J'étais comme ça, j'avais le visage quasiment sur sur les carreaux. Je me dis, mais c'est où? C'est quoi ça? J'étais un peu libre, mais j'étais perdue. Je regarde devant, je vois comment ça s'appelle? Je sais pas, ça, le rotateur, vous savez? Ouais, c'est ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je vois ça, fait que ça fiche. J'étais perdue. Tu vois que ça défile. Oui, je ne comprenais même pas pourquoi j'étais toute seule dans la voiture. Je ne comprenais rien. Rien. Mais absolument rien. Donc, il me dépose et il me souhaite bonne chance. Ça, c'est le mot que j'ai entendu, bonne chance. Ça va être dur, mais voilà, bonne chance. J'avais froid. J'arrive et cette personne-là m'attend, mais elle n'était pas chez elle. Okay. Elle était chez sa sœur que j'avais rencontrée rapidement au Cameroun. Okay. Donc, elle me voit, c'est une belle maison en étage, elle se met au balcon, elle dit, ça va, bienvenue. Moi, je ne la connaissais pas, je ne l'ai pas encore vue, je connaissais sa maman parce que j'avais rencontré sa maman au Cameroun. Elle me connaissait avant de partir, mais j'étais très jeune par rapport à elle, donc je n'avais pas l'image, mais elle me connaissait apparemment. Et elle me dit, bon, c'est bon, ça va, tu as bien voyagé. Elle est morte de rire parce qu'elle me voit paniquer, avec un accoutrement. Un accoutrement, ouais. Mais elle est avec mon manteau, mais qui n'a pas de sens. Elle rigole. Moi, je ne rigole pas. J'ai froid, en plus, t'es en détresse. J'ai tout. Ouais. Je veux juste. Et puis, elle me dit, viens, te laisse tes valises là. Et puis, je sens, dès que j'entre dans la maison, je sens de la chaleur dans un coin. Je m'agrippe, c'était le radiateur. Je ne bouge plus de là, je reste là. Et elle m'accueille, je suis là, elle me dit, bienvenue au front, hein, la France, c'est pas facile, là, et tout. Ça a été dur, dans ta rapatriée. Elle était morte. Moi, je ne rigolais pas du tout. Je dis, bon, on va appeler. Ah oui, c'est dur quand même. Ah, c'est très dur. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est très, très dur. Hein, et je suis... Et puis, moi, je la vois, moi, elle me connaît, mais elle m'appelle par... Mais moi, voilà, je la connais pas très bien. Oui, ça va, oui, très bien. Je suis là, elle me fait à manger. Et puis, elle me dit, bon, on va partir. On part où? Et elle est super gentille, hein, parce que ma valise, elle était cassée, elle est montée au grenier, elle m'a pris des valises plus solides, elle a changé, on a changé. Et puis dans ma valise, elle voit, je sors les vêtements, parce que j'avais cousu des belles tenues africaines. Je m'étais dit, mais je vais être la plus belle là-bas. J'avais vraiment, ma mère avait choisi les meilleures pailles, et elle me dit, mais tu crois que tu vas les mettre où ces vêtements-là? Je dis, mais je vais les mettre, je vais être la plus belle fille et tout. Et j'avais apporté à manger, ma mère m'avait préparé des plats, ma tante avait apporté plein, des haricots, la nourriture qu'on peut conserver longtemps sec, voilà, c'est tout ce qui était sec, les légumes secs, tout était sec en fait, haricots, tapioca, ce qui tient. Et elle rigole, elle regarde tout ça, elle me dit, bah écoute, c'est bon, on met dans la valise, et puis je sors avec fierté ma pochette, et il y avait mes diplômes dedans, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Elle dit, bah, pour l'école. Quelle école? Tu crois que tu es venue ici étudier? Il faut te débrouiller pour avoir des papiers. Tu crois que c'est quelle école? Ma chère, il faut brûler ça. Ça ne va pas te servir. Comment ça, faut brûler? Je garde ma pochette. Et on part. Elle me dit, on part. Et là, c'est la première fois que je prends le métro. Le train et le métro. Donc, c'était... T'as enchaîné. Ah, c'était quelque chose. En plus, ça n'a pas commencé par le meilleur. T'as fait train de nuit et ensuite métro. Ah, c'était quelque chose. Donc là, il fallait que... à la gare, tout le monde court. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est passé par la gare du Nord?
Je dis, mais on est où là? On court, et puis c'était quelque chose en fait. Donc j'étais perdue, et moi qui arrivais, et je marchais tout doucement, et je disais bonjour, les gens ils tenaient leur sac. Je dis, on dit pas bonjour ici, suis-moi, cours. Et puis je prends le métro pour la première fois, et on arrive dans un bâtiment. C'est marrant parce que sur le chemin, elle me coachait un petit peu. Elle me dit, voilà, là où je t'amène, on ne sait pas que tu viens. Donc, retiens cette histoire. Je viens de te retrouver. Dans la rue, tu étais marié à un Français qui t'a mis à la rue. Et là, je t'ai récupéré. Je t'amène. Retiens l'histoire. Hein. Je suis là. Je retiens l'histoire. Mais je ne savais pas. Et elle arrive dans ce bâtiment-là. Et bon, c'était des escaliers. Elle tire les valises, on monte. Et elle arrive et commence à bavader. Oui, encore. On n'est pas les bienvenus ici. Voici encore une que j'ai trouvée. Je ne comprends pas. Mais elle est en train comme ça d'annoncer mon arrivée en disant, je viens d'en ramasser une, je ne vais pas la laisser dans la rue, vous voulez que je la mette où? Et c'était un appartement qui était habité par un jeune homme. Et il hébergeait beaucoup de femmes, de jeunes qui étaient en détresse, qui ne pouvaient pas avoir d'appartement. Et lui, du coup, il était camerounais? Non, lui, il n'était pas camerounais du tout, il était entier. Il était entier, donc super gentil. Comme ça, gratuitement Non, il fallait payer. Okay. C'était pas gratuit. Non, c'était pas gratuit. Ça lui faisait un petit peu d'argent. Et nous, il nous laissait le salon. On pouvait mettre des matelas pour. Mais il y avait combien de personnes dans quelle superficie? On était nombreuses. Petite superficie. Hein. C'était un appartement de 2 pièces à Asnières. Donc imaginez. 2 pièces. Et il y avait combien de. Et lui, il avait sa chambre et on était nombreuses. On était 5, 6. On était nombreuses. Hein. Mais ouais. Avec sa petite valise. Chacun avait sa petite valise et tout. Fallait pas. Et toutes avaient été en situation irrégulière, mais il y en avait qui étaient là depuis plus longtemps et d'autres qui venaient d'arriver aussi. Et c'est quoi les origines? Un peu de Cameroun, généralement camerounaise. Du coup, c'était du bouche à oreille, on connaissait du coup. Oui, c'était des copines, donc c'est des amis, et puis c'était vraiment bien parce qu'au moins en arrivant, on se retrouvait pas toute seule. On était sœurs dans la souffrance, on se soutenait un petit peu quand même. Mais il y en avait qui étaient là depuis longtemps, qui travaillaient déjà, qui sortaient. Et celles qui venaient d'arriver, il fallait les accompagner. On suivait aussi parfois, hein, on suivait pour des jobs alimentaires. Hein. J'ai commencé à travailler comme ça parce que j'ai suivi une qui m'a dit, bon, je vais te... C'est comme ça que j'ai commencé ma vie en France en fait. Et du coup, tu as commencé par quoi? Tu as fait quoi comme métier? Femme de chambre. Ok. Femme de chambre dans un hôtel très très loin. Donc on partait de Asnières pour Cergy-Saint-Christophe. C'était très très loin. Et puis j'avais la chance de travailler, hein, parce que tout le monde n'avait pas cette chance de travailler là. C'était très très dur. Hein. Je n'avais plus d'argent de poche. J'avais 160 €. J'ai commencé ma vie en Europe avec 160 €. Wow. Donc quand je les voyais aller acheter un kebab ou un sandwich, je ne mangeais pas. Je disais non, moi je veux. On dit tu achètes, j'ai dit non. Et ça, elles étaient énervées en me disant mais tu vas pas toujours manger, parce que moi je regardais ce que j'avais et je me disais mais si j'en mange 10 c'est fini. Donc moi j'allais manger les tapiocas qu'il y avait, ou alors elle me donnait un petit peu, mais non, ou alors on achetait à manger, on cuisinait là, ok, je contribuais, mais je pouvais pas me permettre d'acheter un sandwich. D'ailleurs je ne comprenais pas des gens qui arrivaient, qui mangeaient, qui laissaient la moitié en fait. J'avais envie de dire mais est-ce que c'est le prix que je vois en fait? Parce que je convertissais tout, je me disais mais c'est pas possible. Mais elles étaient là depuis longtemps, donc elles étaient habituées. Elles étaient habituées, mais moi je venais d'arriver, c'est évident que voilà, ma réaction était un peu évidente, il fallait masquer pour ne pas frustrer, pour ne pas... C'était très dur. Hein. Et tu as trouvé du travail au bout de combien de temps? Je suis arrivée presque dans la foulée, parce que vu qu'elle travaillait déjà, c'est ça qui est bien. Parce que quand on arrive et qu'on est dans ce cercle-là, il y en a qui travaillent déjà, c'est du bouche à oreille. Et du coup, en rapide, tu as trouvé... Oui, rapide, parce que du coup, elles n'ont pas de... On travaille un peu sans passer un statut, sans papier, donc c'est des jobs spécifiques. Hein. On a besoin de main-d'œuvre où il ne faut pas se montrer dans femme de chambre, au restaurant, en cuisine, c'est des choses qu'on fait, garde d'enfants. Ça ne manque pas. Enfin, c'est ça qui est bien, parce que je suis arrivée et j'ai commencé, on va dire, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines à travailler. Rapide. Donc prendre le train avec des filles parties, et pendant qu'on travaille, on rencontre d'autres filles qui sont comme nous dans d'autres situations, qui nous disent, voilà, j'ai un petit contrat à tel hôtel, peut-être qu'il faut que tu viennes faire quelques heures là-bas, parce qu'à l'époque, on faisait la chambre à 1 €. 1 € la chambre, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, c'était impossible d'avoir 300 €. Il fallait payer sa carte Orange, il fallait manger dedans, il fallait payer, contribuer à l'hébergement dedans. 1 € la chambre. C'est de l'esclavage moderne en fait. Mais on n'avait pas le choix, c'était très bien. Moi, je convertissais en CFA. Ouais, en fait, vous n'aviez pas... De toute façon, vous n'aviez pas les papiers, du coup, ils ont profité. On n'a pas le choix. Et on est même chanceuse de travailler, parce qu'il y en avait qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas hébergés. Donc c'est après, quand on est bien, qu'on se dit que c'est de l'exploitation. Mais sur le coup, c'est extraordinaire. Parce qu'on peut s'occuper déjà. On peut sortir le matin pour aller travailler. Donc sortir le matin, c'est être en groupe de filles, parler, avoir avec qui échanger. Et tout ça, on ne dit pas à la famille sur place. Parce que ma mère, elle appelait. Ça va, mais il y a des moments où j'avais envie de craquer. De et tu disais quoi à ta mère que ça allait. Et tu lui disais... Parfois, je craquais. Une fois, j'ai appelé au téléphone, je n'en pouvais plus. Je lui ai dit, j'en ai marre, je vais rentrer et tout. Elle m'a dit, non, tu t'accroches. Hein. Tu t'accroches. Les autres ont réussi, tu vas y arriver, ma fille. Mais elle savait que du coup, tu travaillais, que tu faisais femme de chambre. Mais j'envoyais des photos. C'est ce qu'on fait. On
On va sur les Champs-Élysées, on prend de belles photos, on masque la souffrance. Et puis, il faut publier des photos sur Facebook. Parce que du coup, les camarades de classe savent qu'on est parti. Donc, quand on est parti, on est l'élite, on est privilégié, on est bien, on a réussi. Donc, il faut publier les photos. On ne publie pas la réalité. On publie quand on est bien, mais en réalité, on souffre. On souffre. C'est pour ça que je parle de cette vie de sans-papier. On n'apprécie pas toujours, mais c'est important de le dire. C'est très, très difficile parce qu'on n'a pas d'identité. On ne peut même pas se soigner. Parfois, on nous oriente vers des associations, mais on a peur. Parce qu'à des associations, ça veut dire qu'on va s'inscrire et peut-être qu'on a potentiellement... Et en plus, moi, j'avais été expulsée. Donc il fallait faire très attention. Je ne pouvais pas aller me montrer comme ça. Donc, c'était très, très compliqué. Même quand on était femme de chambre, on se cachait, en fait. Il fallait faire attention. Non, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et après, c'était garde d'enfants de gauche à droite. Et très vite, j'allais dans les parcs de jeux, les aires de jeux. Je me posais, j'échangeais avec les mamans qui étaient là. Et je leur disais, je suis disponible s'il y a des besoins. N'hésitez pas. Et j'ai commencé à tisser mon réseau comme ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que très tôt, j'ai compris que ce n'est pas cette vie-là que je voulais. Très, très tôt, j'ai compris. Parce que parfois, c'était les femmes de chambre, mais parfois, c'était autre chose encore. Parce qu'on nous envoyait travailler, on nous disait, vous allez aller garder une personne âgée, mais ce n'était pas ce qu'on partait faire. C'était pas ça. C'était caché, en fait. On arrivait, on se rendait compte que ce n'était pas pour garder, c'était pour autre chose. Donc, très vite, j'ai compris que ce n'était pas ma vie, en fait. J'ai dit, moi, c'est pas ce que je veux faire. Et comment il faut faire ? Mais dans cette situation, tu faisais quoi ? Tu repars. Mais quand tu repars, tu te fais engueuler derrière par la personne qui t'a trouvé le travail. Oui, mais tu crois que tu vas t'en sortir comment ? Il faut essayer de faire comme ça, comme tous les autres font pour pouvoir t'en sortir, pour avoir un peu d'argent. Tu crois que tu vas faire comment ? Il n'y a pas les parents ici. Tu ne vas pas venir vivre... Tu crois que nous, on a l'argent comment, en fait ? Tu crois que nous, on fait comment ? Et là, très vite, je me dis, je n'ai pas connu cette vie. J'ai toujours été en famille. J'ai toujours été... Non, ce n'est pas ma vie. Et comment faire ? Il faut aller vers ces personnes à qui je veux ressembler plus tard. Et j'ai commencé à sortir petit à petit. Donc, je proposais mes services femmes de ménage, je faisais les beignets. Les beignets, c'était vraiment... Quand il y avait des fêtes, je venais, j'aidais à la cuisine, je faisais des beignets. J'ai commencé donc, chez les plus riches. Exactement. Pas forcément. Les plus riches, ceux qui avaient une petite cérémonie, je viens. Moyenne, voilà, je fais à manger. À la fin, j'ai mon argent. Et puis, de fil en aiguille, dès qu'il y a une cérémonie, on m'appelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tisser mon réseau. Petit à petit, à tisser mon réseau. Ouais, du coup, tu as eu un peu l'esprit de te dire... Oui, parce qu'effectivement, j'avais... c'est l'éducation que j'avais reçue, en fait, qui a fait ça. Parce que je ne me voyais pas je n'étais pas à l'aise en fait, c'est-à-dire j'allais travailler je savais faire parce que ma mère m'avait appris, je travaillais, je savais chercher, mais il y avait des choses que je me refusais de faire et qui ne plaisaient pas et c'est normal. C'est normal parce que c'est la survie quand on est sans papier, c'est des jobs alimentaires, c'est la surexploitation, c'est la survie. Je ne juge absolument pas et je ne jugerai jamais parce que parfois ce sont des femmes qui ont des enfants, qui ont toute une famille qui attend derrière, qui n'ont pas le choix, donc je ne juge pas. Mais sauf que, voilà, il y a des valeurs qui font que, voilà, c'était pas possible. Et comment tu as été régularisée et au bout de combien de temps ? Oh, ça a été dur, hein. C'était long, hein, parce que, voilà, dans cette vie de sans-papier, ça a été long. De fil en aiguille, j'ai quand même pu sortir de cette souffrance extrême. Alors, souffrance extrême, c'est ce travail, job alimentaire où on faisait des kilomètres pour aller gagner un petit peu d'argent. Et pour me retrouver quand même au sein des personnes qui pouvaient me payer un peu dignement. Donc je travaillais, j'avais un petit peu d'argent, on me donnait un peu de vêtements et tout, c'était très bien. Et de fil en aiguille, je suis arrivée comme ça chez dans une famille qui sont Céoju, mes parents. Mes deuxièmes parents ici, dans cette ville, à Villepinte. J'ai été orientée chez elle, je suis arrivée pour rendre visite. Et de là, je leur ai dit, écoutez, si vous avez besoin pour le travail, pour autre chose, je suis là. Donc, s'il y a besoin, je suis là. Et elles ont été touchées la maman a été touchée par ma personne. Et donc, elle a eu une nièce qui avait besoin pour garder les enfants. Elle m'a dit, Sandrine, j'ai une nièce qui veut faire garder les enfants. Est-ce que tu peux aller ? J'y suis allée. Et au départ, je venais garder les enfants, je repartais. Après, elle m'a dit, bon, ce serait bien que tu restes au moins quelques jours, parce qu'elle était enceinte. Et puis, tu partiras peut-être le week-end et tout. Donc, c'est comme ça j'ai pu me détacher petit à petit, en fait. Donc, du coup, t'as quitté l'endroit où t'étais pour aller travailler là-bas. Et c'était un peu moqué parce qu'on se disait, mais tu vas travailler, tu vas vivre là-bas, mais tu gagneras pas autant que, tu vois, c'était un peu aller s'enfermer, quoi, parce qu'il fallait quand même cette liberté pour pouvoir espérer rencontrer quelqu'un qui vous aime et qui derrière vous aide, en fait. Mais là, je partais rester dans une famille pour cuisiner pour elle, c'était un échec. Elle me disait, mais non, fais pas ça. Mais moi, c'était une route de secours parce que je savais que là-bas, j'allais rencontrer des personnes. Forcément, des personnes, et puis des cousines, des copines qui auraient besoin, et puis j'irais faire. Donc, je suis allée dans cette famille, j'ai commencé à travailler. Et puis, dans la famille à Villepinte, il y avait quand même des filles qui avaient mon âge et qui étudiaient. Et c'était mon rêve de reprendre mes études.
parce que quand je partais, c'était mon ambition de reprendre mes études. Ce passage, je parle dans mon communiqué de presse, c'est vraiment, je rêvais quand je les voyais se préparer le matin pour aller en cours, alors que moi j'étais à la maison. Je devais faire le ménage, apprêter ce qu'il fallait faire et aller travailler. Et je me disais, waouh, comment je vais faire? Elles ont la chance, c'est extraordinaire ce qu'elles font. Et il y en a une, Jeanne Astrid, qui était touchée par mon histoire. Elle voyait bien que j'avais envie de reprendre mes études et elle s'est dit, bon, on va faire quelque chose, on ne peut pas la laisser comme ça. Elle s'est fait passer pour moi, elle a essayé de m'inscrire à son pied. Elle a essayé de m'inscrire, donc elle a appelé les écoles. J'avais mon bac quand je partais du Cameroun. Hein. Elle a essayé d'appeler les écoles pour un BTS. Elle dit, peu importe, hein, je veux juste repartir. D'appeler les écoles en disant, oui, je suis en situation, mes documents sont en cours, je veux. Elle a appelé et elle a pu avoir un entretien dans un collège, dans un lycée, à Sarcelles, dans lequel on pouvait préparer un BTS. Et elle s'est fait passer pour moi, donc elle a décroché cet entretien, elle m'a préparé. Oui, tu y vas, j'ai dit ça, j'ai dit ci, ok, tout était calé. Et moi, ce jour, je suis partie, tranquille, bien de Villepinte à Sarcelles, en prenant le RER, C'est long. J'arrivais à la gare, au moins 1h30, 2 heures, quasiment, très très long. Parce que surtout qu'il fallait arriver à la gare et prendre un bus. C'est marrant parce que je pars sereine, mais plus j'avance, plus j'ai mal, je me sens pas bien, hein, je commence à stresser, je stresse. Et quand j'arrive surtout, j'arrive, l'humilité, la peur, la timidité, hein, et même dès les premiers mots, celle qui j'ai en face me dit, mais c'est pas vous que j'ai eu au téléphone. Je dis, oui, c'est moi. Donc je n'ai pas, là j'ai l'accent, hein, parce que ça fait des années que je suis enfant, mais j'avais l'accent dur du Cameroun. Donc je n'avais pas les codes en fait. Ouais. Elle dit, oui, c'est moi qui vous ai appelé, parce que je me dis, mais c'est pas vous que j'ai eu au téléphone. Je dis, si, c'est moi. Ce n'est pas vous. Si, c'est moi. En plus, elle me reçoit dans une salle de classe. Donc, moi, je connais les salles de classe du Cameroun. Là, elle me reçoit dans une salle de classe. Je vois des tables individuelles avec des chaises individuelles, des casiers. Je me dis, c'est le rêve. C'est le rêve. Donc, je vois, il n'y a pas beaucoup de tables. Là, au Cameroun, en terminale, on était, 70, 80. Ah ouais? Là, je me retrouve, dans une salle, il y a quoi? 20 tables? 20, 25 tables? Avec des chaises individuelles, parfois il y a des casiers sous le... Mais génial, comme ce que je vois à la télé. Je me dis, mais le tableau, il n'est pas noir avec tout, il est blanc. Je me dis, oh là là. Et j'étais vraiment... Et quand elle a su que c'était pas moi, elle me dit, dites-moi la vérité, parce que je n'ai pas le temps à perdre. Et là, je lui explique, mais avec toute mon humilité, oui, je suis désolée. Enfin, je suis désolée, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais peut-être dit, je m'excuse, excusez-moi, ou un truc comme ça. Oui, c'est ma soeur qui a voulu m'inscrire parce que je suis dans telle situation. Et elle rentre dans une colère noire. Elle me dit, non, vous vous rendez compte, comment avez-vous osé? Et tout. Et moi, je commence à supplier, madame, s'il vous plaît, permettez-moi, je veux juste repartir à l'école, s'il vous plaît. Et moi, je regarde la société, je peux même m'asseoir par terre, juste, je veux suivre. Elle me dit, non, vous sortez, partez, vous vous êtes moqué. Vraiment, elle était en colère. Hein. Et moi, j'insiste et elle me dit, si vous partez pas, j'appelle la police. Alors là... Ni une ni deux. La police. Ah ouais? Quand on était sans papier, c'est le mot qu'on ne veut pas entendre. Ouais, quand on est sans papier et encore plus quand on a été expulsé une fois. Alors, je peux vous dire que la police, on vous dit police, ça y est, vous êtes parti. Allez, Usain Bolt, hein, vous partez. Elle me dit ça et moi, j'entends ça. Partez tout de suite, sinon je les appelle. Et moi, je sors, je me dis, mais là, c'est chaud. Et je cours. Pas de bus, je cours jusqu'à la gare. Je cours. Et en me retournant, je me dis, est-ce qu'elle les a appelés? Est-ce qu'ils vont venir? Et je cours jusqu'à la gare. J'arrive à la gare, je cherche ma carte orange. À l'époque, c'était les cartes oranges. C'était pas les cartes Navigo et tout. C'était des petites cartes oranges avec le ticket qu'on gardait tout le mois, avec une carte, notre photo et le ticket. Et je cherche ma carte. C'était dans une pochette grise. Je cherche, je ne trouve pas ma carte de transport parce qu'il fallait que je prenne le train pour partir. Je ne trouve pas ma carte de transport. Et je m'effondre. Là, je crois que c'est... je m'effondre. Total. Tu peux venir me prendre. Je hurle, je me mets dans un coin de la gare, je crie. J'en ai marre, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais pourquoi moi? Pourquoi? Je veux juste aller à l'école. Et pourquoi? Et je hurle, je me dis, je vais rentrer, je m'en fous. Ils peuvent me prendre, moi je rentre, j'en ai marre en fait. Parce que, voilà, je me disais, mais il y a tellement de choses, je vois tellement de choses, du gâchis. Je vois des choses qui se jettent, mais qu'est-ce que ça leur coûte de me donner une petite place en fait? Mais je suis l'enfant de quelqu'un, surtout que mes parents... on avait une situation moyenne en fait, donc je partais d'une fille qui était quand même, comparée à d'autres, j'avais quand même une situation qui était acceptable, qui était propre, qui était bien, à moins que rien. Je me dis, mais c'est pas possible, allez, je m'en fous. Je appelle ma mère, je repars, et puis, non. Et puis quand je repense tout de suite à ses sacrifices, à tout ce qu'elle avait fait, je me dis, non, mais tu peux pas repartir. T'imagines tout l'argent qu'elle a mis, tous les espoirs. Comment tu vas repartir? Dans quel état elle est? Tu peux pas repartir.
Je me ressaisis et là, je me dis, surtout qu'il y a quelques jours, j'apprenais qu'elle était malade, elle a eu son cancer, elle avait annoncé le cancer. Tu ne peux pas repartir. Ouais. Donc là, je me dis, c'est vraiment, je parle de résilience, mais c'est vraiment un moment clé de mon parcours de résilience. Parce que là, je me dis, j'aurai ma revanche. Je repartirai un jour dans une école, je me formerai et je montrerai à toutes ces personnes-là qui me traitent de la sorte que je suis Sandrine Fancy, la fille d'eux. Donc, ça m'émeut encore parce que c'était un moment vraiment très, très dur en fait. Et je me dis, je le ferai un jour. Donc, je pars de là avec cette détermination-là, en me disant, un jour, je repartirai. C'est sûr, c'est certain, je repartirai à l'école. Je rentrerai dans une salle de classe, je ferai mes études, je le ferai. Et c'est ce que j'ai fait des années plus tard. Des années plus tard, bah oui, des années, j'avais mes enfants quand j'ai fait mes études, on en parlera peut-être. Donc je l'ai fait très très sur le tard, mais ravie de l'avoir fait. Et c'était une belle revanche. Et c'était mon moteur pendant mes études aussi. C'est vrai qu'il y avait ma mère, mais c'était mon moteur. De dire, voilà, rappelle-toi de ce jour-là. Rappelle-toi. Donc quand le prof n'était pas là, j'étais là. Mais quand même, me disait, mais la daronne, vas-y, on s'en va, Tantine. Non, Tantine, elle va attendre. Le prof, il arrive. Attendez, il arrive. J'étais là. Quand ça parlait, j'étais devant premier banc. Quand ça parlait dans la classe, je me tournais. Hé, vas-y, Tantine. Non, on écoute. C'était mon moteur. Ce qui m'a permis vraiment d'enchaîner mes années d'études plus tard. Mais du coup, tu as repris les études à quel âge? J'ai repris les études à 33 ans. Et du coup, tu as fait un BTS? BTS à 34 ans. Mon dernier fils, il n'avait même pas un an. Oh, c'est une histoire. Mon histoire, je pourrais vous la raconter en 10 jours. Années. Parce que c'est... Avant d'arriver à ça, il y a plein de choses. Parce que j'ai vécu tellement d'épreuves. Et j'ai repris mes études, j'avais effectivement 34 ans. Donc, mon fils, il n'avait pas un an. Et j'avais touché le fond. J'avais vécu d'autres épreuves très difficiles. J'avais touché le fond. Vraiment le fond. Et ça a été le déclic. Je me suis dit, c'est le moment, Sandrine. C'est vrai que tu as vécu tout ça. C'est vrai que tu as été traumatisée. C'est vrai qu'il y a eu tout ça. Mais si aujourd'hui tu t'arrêtes, les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils sont 3. Ouais, là, tu as encore plus de motivation pour reprendre. J'ai dit, ils sont 3. Et ma mère qui me disait tout le temps, tu as des capacités. Il faut que tu repartes à l'école parce que ta situation, tu ne t'en sortiras pas avec les 3 enfants. Et parce que du coup, entre le moment où tu as candidaté, enfin, tu es allé voir la dame là, pour le BTS, qu'elle te dit non, et le moment où tu veux reprendre les études... Il y a beaucoup d'années. Ouais, il s'est passé combien Il y a beaucoup d'années. Il s'est passé, j'ai eu ma fille entre-temps. Et entre-temps, tu as été régularisée? J'ai été régularisée, j'ai eu ma fille. Mais comment tu as fait? Française. Ah. Papa étant français, ma fille étant française. Ok, donc tu t'es mariée avec quelqu'un de français? Je ne me suis pas mariée, même pas. Non, j'ai eu ma fille qui était française, donc étant parent d'enfants français, ça m'a permis d'être régularisée. Après, j'ai ma maman qui était très malade. J'ai déjà mon jeune frère qui m'a rejoint juste avant que ma fille ne naisse. Donc, on a vécu cette vie-là vraiment comme ça avec mon frère. C'était très dur. Mon frère, mon plus jeune frère, il est arrivé, il était tout petit. C'était très, très compliqué. Et après, ma mère qui était soignée, voilà. Moi, je voyais les soins que j'avais ici, moi, quand j'étais enceinte. Ma mère, elle était soignante et je ne dormais pas parce que je savais qu'elle souffrait là-bas et qu'elle n'avait pas les meilleurs soins. Donc, on a tout fait pour qu'elle puisse venir. Donc, on s'est soudés à ce moment-là. C'était vraiment très, très dur. On s'est accrochés. Donc, j'ai eu ma fille. Après, j'ai eu mon premier garçon. Et voilà, ça allait plutôt bien. Mais après, ma maman, elle a rechuté. Donc, traitement. J'ai perdu mon père. Ça a été dur. Ça a été très, très dur. Professionnellement, ça n'allait pas. C'était très compliqué. Je me suis mariée. C'était très, très dur. Financièrement, c'était terrible. Mon mariage c'était pas bien. C'était très, très compliqué. Avec le recul, je me dis, c'était dur. Ouais. Et tu faisais encore tes jobs alimentaires même quand... J'étais caissière. J'avais repris, dès que j'ai été régularisée, je suis passée par la mission locale. La mission locale, donc exceptionnelle, sincèrement, je tiens à le dire, et je le dis chaque fois, les associations. Parce qu'à partir du moment où on sait si on ne veut plus être dans la vie dans laquelle on est, il faut se donner les moyens pour être dans la vie, pour être celle qu'on veut être. Et pour cela, il faut aller vers les personnes. Il faut accepter les mains qui sont tendues. Parfois, on a peur d'y aller. Mais quand on tombe sur les bonnes personnes, elles vont nous orienter en nous disant « Essaye d'aller là-bas ». Et c'est ça, d'être sorti dans ce milieu-là et d'être dans notre milieu. Ces personnes connaissaient les assistantes sociales. Mais elles ne savaient pas que les assistantes sociales n'accueillaient pas des personnes qui n'avaient pas les papiers. Mais elles connaissent, elles sont en France, elles sont dans le système normal. Voilà, il y a les restaurants du cœur, il y a le secours catholique, il y a le secours populaire. Si tu n'arrives pas à t'habiller, va là-bas, va là-bas. Donc ça, j'ai commencé à côtoyer les associations comme ça. Et elles m'ont donné confiance parce que je suis arrivée, on ne me jugeait pas par rapport à mes papiers, par rapport à... Non. Et c'est ces associations-là qui ont été vraiment des piliers dans ma reconstruction, dans mon intégration
sociales et professionnelles en France, parce que ces associations nous ont nourris, nous ont habillés avec ma mère qui venait d'arriver. Ok, donc ta mère, après, elle est arrivée... Oui, ma mère, elle est venue, mon frère, on n'avait pas de ressources. Donc, c'est des associations qui nous ont habillés, qui nous ont fait aller à la mer la première fois, qui nous ont portés, qui nous ont portés. Mais quand je dis portés, c'est portés. Ça dit, avec le bébé, je ne m'en sortais pas, des associations étaient là. Allez, Madame Fancy, accrochez-vous. Oh, ben ça va aller. Ma maman vient. Oui, vous allez, au lieu d'avoir 2 paquets de pâtes, vous allez avoir 3 paquets de pâtes. Votre frère, on va donner 4 paquets de pâtes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elles ont financé mon permis de conduire. J'ai voulu tout de suite, après via l'émission locale, elles m'ont orientée vers l'émission locale. J'avais le bébé. Les missions locales m'ont accueilli. J'allais parfois rechercher des offres, enfin faire mes recherches. Et les conseillers gardaient ma fille. J'étais là, je cherchais du travail. Et j'ai décroché mon premier emploi en tant que caissière grâce à la mission locale. Et d'ailleurs, les assos, parce que du coup, j'ai remarqué que, même dans ton résumé et tout, les associations, c'était important. Bien Mais sûr. tu penses quoi du fait qu'aujourd'hui, l'État, ils mettent un peu des bâtons dans les roues aux associations? Il y a moins de subventions, c'est plus difficile pour que les assos fonctionnent et tout. Enfin, c'est pas frustrant pour toi, parce qu'en plus, tu sais à quel point ça a été important. Ça a été très important et c'est toujours aussi important. Moi, je suis quelqu'un qui, je vois toujours le verre à moitié plein. C'est-à-dire que, effectivement, ils ont leur raison, peut-être budgétaire et tout. Les associations ont une place plus qu'importante. Et encore plus les bénévoles. Parce que les bénévoles vont au-delà de leur mission de bénévolat pour accompagner ces personnes. C'était le cas pour moi. J'avais des bénévoles qui m'apportaient des affaires personnelles pour m'aider. Qui m'aidaient dans mes démarches, pas dans le cadre de l'association. Mon frère, il a été rugbyman professionnel parce que c'est une bénévole qui a vu qu'il fallait qu'il fasse du sport, qui a orienté mon frère, qui a fait ci. Et mon frère, il était en sport-études, il était devenu professionnel rugbyman. Donc les associations sont plus qu'importantes. C'est des personnes qui donnent de leur temps, de leur force, de leur énergie. Et maintenant, ce qui vient à côté, ce sont les subventions, les repas et tout. C'est tout aussi important. Malheureusement, il y a de plus en plus de demandes parce que les conditions de vie font que même ceux qui travaillent, qui ont un revenu faible, sont obligés pour joindre les deux bouts d'aller dans les associations. Donc, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de demandes et moins d'offres. Donc, ce qui fait que déjà, même avant les restrictions, il y a un problème. C'était déjà compliqué. Mais maintenant, et c'est ma mission que je me suis donnée, c'est de permettre, comment est-ce qu'on peut permettre à ces familles-là, qu'on ne peut plus accompagner comme avant, de pouvoir s'en sortir de la meilleure des manières. Oui, elles ont besoin de denrées alimentaires, mais pour ma part, elles ont besoin déjà, en amont, qu'on soigne leur mental. Parce que toutes ces personnes qui vont frapper à des portes, il y a déjà l'humiliation. C'est très dur. Ce sont des mamans, ce sont des personnes qui généralement ont des parcours de vie terribles. Ou alors qui étaient bien, mais il y a eu un traumatisme, quelque chose qui fait qu'on se soit retrouvé là. Ce n'est pas évident de se lever un matin et d'aller frapper la porte des associations et de dire « Aidez-moi, je souffre ». Comment on peut les aider? Parce que je reste convaincue que c'est bien d'apporter l'aide alimentaire de temps en temps, 2 fois par semaine de donner. Mais c'est encore plus important d'investir, de pousser les gens à être bénévoles. De pousser ceux qui peuvent apporter à aller donner de leur temps. Ouais, des solutions sur le long terme. Des solutions sur le long terme. D'aller accompagner ces femmes-là. Parce qu'une femme, vous allez lui apporter à manger, mais il faut l'aider au-delà de l'aide alimentaire. C'est important l'aide alimentaire. Je ne dis pas le contraire. Mais d'avoir quelqu'un qui peut les aider mentalement, d'être là, de mettre en place des actions, des choses qui vont faire que vraiment, oui, on vous apporte ça, mais comment ça va là-dedans en amont? Comment on peut travailler ça pour qu'elle puisse aller de l'avant de la meilleure des manières? Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas de la santé mentale. On en parle très peu. Très, très peu. J'en parle aujourd'hui parce que je suis passée par là. Et parce que le fait de témoigner à chaque fois, de parler de mon histoire, je me rends compte qu'il y a énormément de souffrance. Parce que les personnes qui souffrent, ce ne sont pas celles que vous... La souffrance, elle ne se lit pas forcément. Parfois, ce sont des personnes qui sont même bien, qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, mais dedans, ça ne va pas. Ouais. Les problèmes, parce que moi, j'évoque une palette de problèmes à difficultés financières, c'est-à-dire que ce soit la vie professionnelle, personnelle, familiale, de couple, il y a tout. Je balaie vraiment tout ça. Et ça, ces problèmes, ça ne touche pas que les immigrés, ça ne touche pas que... je ne sais pas, ça touche tout le monde. Tout le monde, même les femmes qui ont une catégorie socio-professionnelle élevée, elles sont touchées par ces problématiques-là. Les problèmes de couple, ça touche par exemple tout le monde. On peut avoir de l'argent, mais on ne sait pas gérer son argent. Et on se retrouve en difficulté.
Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Donc, la santé mentale, c'est un sujet, on n'en parle pas beaucoup, mais la santé mentale, c'est pas la psychiatrie, c'est pas, voilà, c'est comment est-ce qu'on va bien. Parce que je suis convaincue que quand on va bien, quand on a touché là où il faut, quand on a travaillé cette santé mentale-là, on est capable de partir du sous-sol et de grimper. Parce qu'on est à même, là, on est consciemment à même d'aller frapper à des portes et d'accepter des solutions. Hein, parce que quand on ne va pas bien, on n'accepte pas. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui souffrent, mais vous leur tendez la main et vous disent non. Ouais, c'est difficile. Hein. Vous voyez des personnes qui souffrent, mais vous voulez... vous voyez, c'est comme une personne qui est en fragilité physique. Parfois, vous voulez lui ouvrir la porte. Pour elle, c'est une insulte. Parce que non. Vous voyez, c'est pas facile. Tu vois, ce n'est pas évident. Et encore, je ne juge pas, mais je le dis parce que parfois, on a autour de nous des personnes qui peuvent réagir comme ça et on ne comprend pas. Mais elle se prend pour qui? Non, c'est très dur. On ne peut pas juger quand on n'est pas passé par là. Ouais. On ne peut pas juger l'attitude des personnes. En plus, on manque d'empathie. Oui. On ne sait plus. On ne sait plus. Mais la personne, il ne faut pas la juger. C'est que parfois, c'est terrible de se retrouver en situation de personnes aidées. Financièrement, moralement, mentalement, c'est difficile. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que je dis, effectivement, oui, l'aide, c'est vrai que ça devient dur. On le voit, on parle de budget, on parle de tout ça. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y a le pôle santé qui a besoin de plus d'investissement, la recherche en innovation qui a peut-être besoin parce que les choses changent. Mais effectivement, il y a cette souffrance-là. Mais quels sont les moyens qu'on met en place? Comment nous, personnellement? Parce que c'est bien beau de dire, voilà, ils ne font pas. Mais nous, à titre personnel, qu'est-ce qu'on fait? Comment on contribue? Comment est-ce que nous, on apporte notre pied à la construction de l'édifice? Comment est-ce que nous, on apporte notre aide à ces personnes-là? Qu'est-ce que toi, tu fais au quotidien pour aider les personnes? Là, tu viens... Je parle de mon histoire. Mais moi, mon histoire, je la raconte pourquoi aujourd'hui? Ce n'est pas pour dire que j'étais ça, je suis ça. Non, pas du tout. C'est pour impacter les autres. Pour pouvoir aider, apporter un souffle d'espoir aux autres femmes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années. Ouais, donc tu as ce truc de... Je reconnais que j'ai eu des difficultés par le passé, mais je rends aux gens et... Pour moi, c'est... C'est un cercle vertueux. Du coup, moi, je voulais revenir sur un moment particulier. Oui. Après tout ça, le jour où tu as reçu ton master. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Le jour où j'ai reçu mon master. Extraordinaire. J'aurais bien voulu avoir cette photo-là pour vous la montrer. C'était extraordinaire. On peut la ramener. Oui, bien sûr, on peut la prendre. Est-ce que celle-là, là? Oui. Ça se casse pas, c'est du plastique. Tu peux balancer. Après, tu peux la montrer à cette caméra si tu veux. Ah oui, je vais dire le jour où j'ai eu mon master. Après, tu sauras comment mettre. Donc, ok. Alors, le jour où j'ai eu mon master, j'ai voulu vraiment t'en parler avec cette photo. C'est ce jour-là. Enfin, ça, c'est le jour de la remise du diplôme, qui est aussi un jour très important pour moi parce que là, j'ai le sourire, mais dedans, c'est de la tristesse énorme. Alors, le jour où j'ai eu mon master, comment ça s'est passé? Sachant que j'étais en alternance et qu'entre la première année de master et la deuxième année de master, j'ai perdu ma mère, donc qui était quand même le pilier, hein, celle qui m'a vraiment portée pendant mes années d'études, qui m'a un soutien. Je crois que si elle n'était pas là, je n'avais pas... Enfin, elle a insisté pendant des années. Elle m'a toujours dit, elle a toujours cru en moi en me disant, tu as des capacités énormes. Tu es en train de souffrir. Tu es caissière, mais je sais, ma fille, je t'ai fait, je sais. Tu as des capacités, retourne à l'école, c'est la seule chose qui va te sauver. On est en France où tu as des opportunités de reprendre des études à tout âge. Et d'ailleurs, ma mère qui avait plus de 50 ans a repris ses études quand elle est arrivée pour faire un équivalent de son diplôme. Incroyable. Donc elle me disait, moi, à mon âge, regarde, toi, tu dois repartir. Donc il a fallu que je touche le fond après la naissance de mon fils pour dire, bon, je crois que c'est le moment. Au moins, elle me laissera tranquille. Et puis, j'aurais tenté. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Et il faut dire aussi que quand j'étais caissière, les clients que j'avais en caisse étaient admiratifs. Enfin, ma manière de les aborder, d'échanger avec elles, ces personnes-là. Et me disaient, mais madame, vous n'allez pas passer votre vie en caisse. Essayez de faire autre chose dans le médical et autres. Mais j'ai tenté le médical. Hein. J'ai essayé un concours d'infirmière qui a été financé par le Secours catholique. Okay. Mais voilà, je ne l'ai pas eu et puis je me suis orientée par la suite via le FONGECIF ou le BTS et après une licence encouragée par ma mère toujours et les enseignants qui ont toujours cru en moi, ça je tiens à le préciser, les enseignants ont toujours été vraiment aussi des piliers dans mon évolution professionnelle. Hein. Ils croyaient en moi, ils me disaient vous avez des capacités, accrochez-vous. Et entre ma première année et ma deuxième année de master, quand j'ai perdu ma mère, c'est vraiment les responsables de mon école, une en particulier, qui m'a sauvée en fait. Parce que j'ai perdu totalement pied et je n'avais plus de raison de me battre. Mon moteur n'était plus là. C'était un choc pour moi, sachant que j'avais perdu mon père quelques années avant. Ma mère avait 57 ans, elle s'en allait. C'était le drame parce que les années d'études, j'avais vécu entre l'hôpital et la maison. Donc,
C'était le drame. Donc, voilà, ma vie est partie vraiment voilà, elle a dérivé. Et puis, cette professeure qui m'a... Cette responsable de formation qui m'a secoué et qui m'a dit vous n'allez rien lâcher. Ça fait combien d'années que vous vous battez pour avoir le meilleur? Vous vous êtes toujours accroché pour votre mère. Vous pensez qu'elle aurait apprécié que vous... Donc, elle m'a vraiment soutenue. Je me souviens quand je suis revenue des obsèques du Cameroun, on devait passer un examen à l'AMF, l'autorité, enfin, un examen bancaire qui nous permet d'exercer en banque et tout, de l'autorité des marchés financiers. Et on était dans toute la session, on était 2 ou 3 à la voir. J'étais parmi les 2 ou 3 à la voir du premier coup. Incroyable. Parce qu'elle m'avait vraiment secouée. Et là, j'étais dit, je repars pour elle, je vais faire ça pour elle et pour mes enfants. Je voyais le bout du tunnel, en fait. J'avais au bout, ça allait me sauver, en fait. Je savais que ce master allait me sauver. Voilà, parce que j'allais pouvoir me reconstruire avec mes enfants. J'allais pouvoir leur offrir un toit. J'allais pouvoir revivre, leur offrir une vie meilleure. Ce que j'avais promis à ma mère, en fait. Elle m'avait dit, accroche-toi pour tes enfants, il faut que tu leur offres cette vie-là. Que je n'ai pas pu vous offrir et tout. Et c'était vraiment... voilà, je me suis accrochée cette deuxième année. Et cette année, j'ai pu, dans cette même lancée-là, pour vous dire combien c'était important que ces personnes soient là, faire un concours. Donc, j'avais commencé déjà à les écoles qui m'appelaient pour venir, notamment mon école de BTS, le Greta, pour venir intervenir durant les sessions de formation pour parler de mon parcours, pour motiver les apprenants qui étaient un peu en perte de motivation ou qui pensaient que c'était dur. Et j'avais pris l'initiative à ce moment-là, moi, de repartir voir les associations qui nous avaient soutenus, ma mère et moi, et d'aller les voir, la mission locale aussi, d'aller les voir et de leur dire qu'effectivement, s'il y avait besoin de venir motiver ceux qui étaient là. Parce que j'ai toujours été convaincue qu'à l'époque, quand je me battais, si j'avais eu en face de moi une femme à laquelle je pouvais m'identifier, qui était venue me dire « Oh, je suis passée par là, accroche-toi, ça va aller », je pense que peut-être ça n'aurait peut-être pas changé les choses, mais ça aurait peut-être été plus court. Ouais, ok. Ça m'aurait aidé. Et je me dis aujourd'hui, si je peux le faire... Si tu peux servir de représentation pour les autres. Exactement, ça peut être bien. Parce que c'est important. On a des conseillers qui sont là, il y a des structures qui sont là avec tout ce qu'il faut pour encadrer la mission locale. Il y a des excellents formateurs, voilà, des encadrants qui sont là, des conseillers qui sont là pour aider. Mais parfois, c'est important d'avoir l'exemple en face. D'avoir une personne en qui on se reconnaît, ou on reconnaît sa maman, ou on reconnaît sa tante, ou on reconnaît. Tu peux t'identifier. Exactement, on s'identifie, on se dit... Elle ne me raconte pas du pipeau, c'est pas de la formation, elle est passée par là, donc elle sait de quoi elle parle. Et c'est pour ça qu'il me tient à cœur d'aller dans les structures associatives porter ce message. Okay. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je repartais tout comme ça dans les écoles, dans les associations pour dire que je suis là s'il y a besoin. Appelez-moi, je vais venir. Rendre l'appareil en fait. Exactement. Et j'ai commencé à accompagner comme ça. Ok. Et comment ta perception de toi-même, parce que du coup au départ tu étais sans papier, tu étais une immigrée, tu as été expulsée. Oui. Ensuite tu es devenue française. Oui. Comment ta perception de toi-même elle a évolué? Enfin au départ ça devait être difficile de vivre ici, de vivre tout ça, et ensuite maintenant aujourd'hui tu es française, donc c'est bizarre parce qu'il y a quelques années on voulait que tu partes, aujourd'hui on veut que tu restes, t'es invitée à plein d'événements. Oui. Alors, ça ne s'est pas fait. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est sur le long terme. Les choses se sont faites au fil de l'eau, petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Et comme je dis, le bon Dieu il met toujours sur mon chemin de belles personnes. C'est lui qui est l'initiateur de tout ça. Je ne suis rien, je ne suis personne. Je ne suis pas plus forte que les autres. Je ne suis pas plus résiliente que les autres. Absolument pas. Je n'ai rien, je n'ai pas de pouvoir. Mais c'est lui qui met des bonnes personnes devant moi. Et ces personnes qui prennent ma main, qui m'accompagnent, qui lâchent ma main, qui m'ouvrent des portes, qui m'ouvrent des fenêtres, qui m'ouvrent ça. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est vraiment que, voilà, on n'a pas de super pouvoir. Je n'ai pas de super pouvoir. Ça n'a jamais été... Et c'est quelque chose que je dis toujours, ce n'est pas de la prétention, c'est de dire qu'effectivement, ça a été dur, mais voilà, j'ai eu cette capacité de résilience, mais parce que le bon Dieu a voulu que ça se passe. Et parce que j'ai accepté aussi les gens qui venaient vers moi. Okay. Parce que j'ai accepté de dire que ça n'allait pas. Parce que si on ne dit pas que ça ne va pas, personne ne vient. Ouais. Mais c'est difficile aussi de l'admettre. C'est très dur. C'est le plus dur même, je pense. D'admettre que ça ne va pas et de reconnaître que ça ne va pas, d'aller frapper à la porte en disant « aidez-moi ». Ça ne va pas. Et c'est pour ça que j'incite les personnes. Parfois, on en veut à des personnes, mais si je ne sais pas que vous n'allez pas bien, je ne peux pas vous aider en fait.
Et parfois, on est bien habillé, on est bien maquillé, mais ça ne va pas dedans. Mais si vous n'allez pas dire que ça ne va pas, ben on va vous considérer comme à l'image de ce que vous montrez. Personne ne le saura. Personne n'a cette, je sais pas, cette divinité de dire, bon voilà, elle paraît bien, mais derrière, elle va pas bien, elle a des traumatismes, elle a si. Non. Si je ne vous raconte pas mon histoire, quand vous êtes arrivé, quand tu es arrivé, quand tu vas te dire, oh là là, tu es bien et tout, mais quand je te raconte mon histoire et que tu me revois, tu vois des photos de moi il y a quelques années, ce n'est pas la même personne. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu derrière. Tu ne sais pas, peut-être que j'ai des problèmes financiers, peut-être que j'ai d'autres difficultés, mais je te montre ce que tu veux voir. Donc si je ne me plains pas, comment est-ce qu'on peut m'aider? Donc c'est vraiment, c'est vrai que ça a été, ça a évolué avec le temps et j'étais toujours dans je suis toujours encore dans la reconnaissance de ce qui m'arrive. Et parce que je sais que nous ne sommes pas nombreuses, ne sont pas nombreux, malheureusement, à avoir ce parcours-là. Et pourtant, nous méritons tous de vivre le meilleur, d'avoir la vie que nous méritons pour le peu de temps que nous sommes sur cette terre, quoi. Donc, je suis vraiment reconnaissante de ça, de l'État français, des associations, de toutes ces personnes-là. Et je peux dire que quand j'ai été française, c'était... je le raconte dans mon livre, le jour où j'ai obtenu cette naturalisation, c'était une victoire sur toutes les épreuves d'avant. Comme le jour où j'ai eu mon master, parce que c'était aussi une victoire par rapport à l'épreuve que j'ai racontée au départ. D'être là, d'avoir mon master, d'être cadre. Pour moi, c'était inimaginable en fait. Parce que quand j'étais arrivée, que j'étais sans papier, je m'arrêtais. C'est-à-dire, la banque où on allait ouvrir le compte, c'était, va à la banque postale, essaye de voir si on peut t'ouvrir un compte. Mais jamais de ma vie, je n'aurais imaginé, même dans mes rêves, le rêve le plus fou, travailler à la banque et encore cadre. Alors là, même pas en rêve. Ouais, t'as vraiment je me voyais être aide-soignante, ça allait être mon... D'ailleurs, quand j'ai été caissière, j'étais tellement fière d'aller travailler avec ma tenue de caissière. Pour moi, parce que sachant la vie que j'avais de sans-papier avant, femme de chambre, garde d'enfants, garde de personnes âgées, pour moi, j'avais une caisse, j'allais m'asseoir, j'étais reconnue, je passais des articles, je n'avais pas de job où j'étais... Pour moi, j'avais touché le plafond. Pour moi, j'étais bien. J'étais très bien, mais je ne me voyais être à ce niveau-là. Donc là, j'étais diplômée, cadre à la banque. J'arrive le premier jour à mon travail et je regarde mon bureau. Ton bureau, il est là. On ne comprend pas, mais je suis... il y avait mon petit nom là, Sandrine France. Je dis, mais c'est pas... Est-ce que c'est moi? C'est pas possible. Et je revois tout le chemin. Chaque fois que j'ai ce genre de victoire, je regarde mon chemin et je remercie Dieu et je remercie tout le monde. Ce n'est pas de la force. Donc oui, ça a été, c'est toujours compliqué de se percevoir comme ça, mais aujourd'hui, je me sens entièrement, bien sûr, je suis camerounaise, mais je me sens intégrée totalement et je suis reconnaissante parce que pour moi, ça a été une chance énorme d'être là. Encore une fois, je suis tout le temps dans la reconnaissance parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas cette chance-là. Parce que c'est dur, parce qu'ils n'ont pas cette opportunité. Donc c'est vraiment... pour moi, voilà, quelque chose de fort. Et d'autant plus encore que j'ai reçu la certification de marraine républicaine. Pour moi, c'était très fort, cette cérémonie-là. Bravo. Ouais, merci beaucoup. C'était plus que la nationalité française, c'était plus que tout. Oui, tu as été reconnue à l'échelle de l'État. À l'échelle de l'État. Pourquoi? Reconnaissance, pourquoi? Ce sont généralement ceux qui ont cette certification dans le cadre dans lequel je l'ai eu. J'étais là avec des personnes françaises. Donc j'étais un peu la seule française issue de l'immigration qui était là et qui recevait cette certification. Pourquoi? C'est une reconnaissance symbolique de l'État pour les actions qu'on mène en faveur des migrants, des personnes qui arrivent. C'est un titre honorifique, voilà, c'est symbolique pour que l'État vous remet, en l'occurrence la mairie de Paris, pour vous remercier pour les actions que vous menez en faveur des migrants, des personnes qui arrivent et tout. Franchement, c'est... Donc moi, je l'ai reçu comment? C'est vraiment parce que, comme je dis, Dieu fait bien les choses parce que ça faisait des années que j'allais intervenir un petit peu à l'école où j'intervenais dans quelques associations pour en parler, pour aider un petit peu. Mais voilà, ça n'a aucun lien. C'est-à-dire que via le mécénat de compétences avec mon entreprise, la Société Générale, l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai décidé de faire partie d'une promotion et donc de travailler avec la fondation. La Fondation Société Générale qui aide plusieurs associations, non seulement financièrement, mais aussi via le mécénat de compétences, en permettant aux salariés qui veulent donner de leur temps d'aller apporter un petit peu à ces associations. Ça peut être des cours de français, ça peut être dans les hôpitaux pour s'occuper des enfants qui sont malades ou des personnes atteintes d'un cancer. C'est vraiment plusieurs associations. Et moi, j'avais décidé de travailler, de travailler pour cette session-là, d'apporter un peu de mon temps à une association Codico, une association qui accompagne les réfugiés
dans leur parcours d'intégration professionnelle, en leur trouvant des emplois et tout. Et moi, je sais pas, j'ai eu envie de le faire. Je l'ai fait et j'ai accompagné une jeune dame. Ça a très bien marché parce que mon parcours a eu un réel impact. Et voilà, ça a vraiment déclenché des choses. Et elle a pu s'insérer de manière vraiment très positive. Et c'est pour ça que via l'association, on a été invité à la mairie de Paris pour recevoir ces certifications-là. Donc cette journée, c'est une journée mémorable pour moi. Parce que voilà, j'étais là, moi, ancienne sans-papier, ancienne expulsée, ancienne rejetée de la France, comme je disais. J'étais là et la France me disait « Merci à vous, Françaises, d'avoir accueilli, d'avoir accompagné une migrante. » Donc c'est exceptionnel. Et du coup, aujourd'hui, tu es française, mais tu es quand même camerounaise. Bien sûr. Et comment tu as transmis la culture camerounaise à tes enfants? Alors la culture camerounaise, elle est là, elle est bien présente même. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est un luxe d'avoir l'opportunité comme ça, d'avoir double culture. C'est extraordinaire parce que du coup, on a les deux visions. On a les deux cultures, on a les deux environnements, on a toutes les deux. Donc moi, en plus, j'ai grandi toute mon enfance, mon adolescence au Cameroun. Je suis venue à 20 ans et poussière, à 21 ans en France. Donc voilà, j'ai vraiment cette chance-là, les valeurs qui sont transmises au Cameroun, les valeurs fortes même qui sont transmises de manière générale, pas que par les parents. Et en France, on a une autre culture, d'autres valeurs, on a voilà, liberté d'expression et tout. Quelque chose qui n'est pas forcément, enfin, liberté d'expression, enfin, pas liberté d'expression, mais liberté de l'enfant à la liberté de parler à ses parents. Voilà, on s'exprime, on a le droit de parler. Alors qu'au Cameroun, enfin, ou en Afrique, avant, hein, bon, je parle d'avant parce que maintenant les choses ont changé, hein, ça évolue. On ne pouvait pas parler à nos parents n'importe comment. Hein, c'est-à-dire le parent, l'information était descendante. On avait à peine, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de foyers où on mangeait tous à table avec les parents, où on avait le droit de s'exprimer, où on ne disait pas, c'était tu ne touches pas, c'était pas tu ne touches pas parce que si tu touches ça va te brûler, c'était tu touches, je te frappe. Donc c'était vraiment ça, mais c'est une éducation, hein, c'est comme ça qu'ils ont reçu l'éducation, c'est pas un jugement. Eux-mêmes ont été éduqués comme ça, donc ils répétaient juste. Et ils répètent la même chose, hein. J'en parlais à une conférence hier aussi, parce que parfois on a tendance à juger en disant oui, mes parents sont trop durs, mais non, ils font comme ils ont reçu en fait. Eux aussi, ils ont eu une seule vie comme nous, et ils apprennent. Ils apprennent. Pour eux, c'est la meilleure éducation qu'ils transmettent, mais nous, on se rebelle parfois parce qu'on a la double, on voit ailleurs ce qui se passe. Mais eux, ils ont été élevés comme ça. Pour eux, la meilleure des manières, l'enfant est respectueux, il ne bouge pas de là, il fait ça, il fait ça, il fait ça. À partir du moment où tu veux parler plus fort, non, voilà. Moi, je pense que c'est irrespectueux, hein, je pense comme eux. Donc, j'ai cette chance d'avoir cette double culture-là, cette double vision, ce qui me permet de prendre le meilleur de chacun, ce que je pense meilleur pour moi, encore une fois, pour inculquer à mes enfants. C'est-à-dire les valeurs de respect, pour moi, c'est très important. Le respect, par exemple, mes enfants à la crèche, à l'école, je ne concevais pas qu'ils appellent leurs enseignants par des prénoms. Pour moi, ça n'existe. Pour moi, c'était pas Bérénice, elle m'a donné ça aujourd'hui. Non, c'était Madame Bérénice. Ouais, j'aurais même dit, ou alors appeler un aîné par son prénom. Non, c'est tata, tonton, maman, papa, mamie, papi. On a une voisine, il l'appelle mamie. Parce que quand elle dit non, appelez-moi madame telle. Non, c'est le respect. Pour moi, voilà, je prends le meilleur des deux. On n'ose pas le ton face à un adulte. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le respect. C'est des valeurs que vraiment, même par rapport à son aîné à la maison, c'est des valeurs qui sont respectées, qui ont été transmises par mes parents, que je transmets. Parce que c'est des valeurs qui vont les aider dans leur avenir et tout, et au quotidien, à l'école et partout. Donc, il y a plein de choses que, voilà, le travail à la maison, chaque enfant, ils ont leur chambre, mais chacun range sa chambre. C'est pas maman qui rentre faire, chacun, voilà, ils travaillent, on a des jours de ménage, vous allez voir, à l'entrée de la porte, il y a une sorte de planning. Chacun sait quand il fait la vaisselle. Le petit de 10 ans, il le sait. Hein, il a 16 jours où il fait la vaisselle. Le jour où il range la chambre. Le jour où il fait ça. Chacun a son... Tout le monde contribue aux tâches ménagères. Ils font même à manger. Donc, on le voit. Exactement. Et lui, il a aidé sa sœur, le petit, parce que le plus grand, il est au foot. Donc voilà, chacun a son rôle. Donc vraiment, j'y tiens. J'y tiens. On n'ose pas le temps. Il y a des mots qui ne se disent pas. On reste, on travaille. On est travailleurs. Ça ne vient pas tout seul. On travaille, on rentre, on fait ses devoirs, on travaille. On n'attend pas que maman dise ramasse ça par terre, on le fait. Et aussi, voilà, la communication. Ça, c'est la culture française de pouvoir échanger avec les enfants. Et ça, c'est très important. Et ça, j'ai créé avec mon fils un livret parce qu'effectivement, nous, culturellement parlant, en Afrique, c'est pas quelque chose qui existait. Et c'est très important de communiquer avec les enfants parce que les enfants peuvent dire ce qu'ils pensent. L'éducation se transmet aussi par la communication, par ce dialogue qu'ils peuvent avoir avec les enfants. Oui, ils se sentent aussi safe de venir te parler, te dire leurs problèmes. Donc, avec les enfants, on parle de tout. On a des réunions hebdomadaires avec les enfants. Tous les dimanches. Oui, incroyable. Tous les dimanches, vraiment. Je vais vous présenter, c'est un livret. Je vais vous présenter rapidement. C'est ce livret-là. Incroyable. Mon super journal d'écriture et de liaison scolaire et familiale.
que j'ai coécrit avec mon fils. Il a 10 ans, il est conseiller municipal junior de la ville. Incroyable! Vous voyez? Merci. Pourquoi je l'ai créé? Pourquoi je vous le présente? Parce que pour moi, tu m'as posé une question qui est essentielle. Comment est-ce que je fais avec la double culture? Mais je l'ai créé tout simplement parce que j'étais allée à un atelier à la prison de ma ville, dans un centre de rétention, animer des jeunes détenus. Et là, face à ces jeunes-là, j'étais en face des personnes qui sont les grands frères de mes enfants. Je me suis dit, ces enfants-là sont des enfants, un jour, on les a appelés papy, coucou, mon chéri. Mais à un moment donné, il y a eu une bascule. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent se retrouver derrière les barreaux, en fait? Ouais. Et là, je me retrouvais à la place de la maman, des sœurs. Je me disais, mais quel drame pour la maman d'être chez elle et de savoir que son enfant est en centre de rétention. Donc, et pendant cet atelier, à la fin, j'ai deux jeunes qui sont venus, qui m'ont interrogé pour savoir pourquoi est-ce que je faisais ça dans le cadre de l'association. Ils m'ont demandé si j'avais des enfants. Quand j'ai dit oui, ils m'ont dit faites tout pour qu'ils ne se retrouvent pas ici. Et ça a été vraiment un électrochoc pour moi. Je me suis dit oui, en effet, ce sont des enfants qui ont été petits comme les miens, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'est de me dire, il y a peut-être eu un manque de dialogue, il y a eu quelque chose, parce que peut-être les parents à un moment donné n'ont pas vu la bascule, je ne sais pas. Donc il faut passer par la communication. Et je suis rentrée de là, je me suis dit comment je peux faire pour mieux communiquer avec mes enfants. Et j'ai mis en place quelque chose, une routine, parce que je venais de me séparer, donc il fallait que j'aménage la maison, il fallait l'administratif, les travaux de la maison, il y avait plein de choses à gérer. Et le travail, donc j'avais plein de choses dont j'entamais mon parcours en CDI, donc j'avais à côté les projets d'association, j'avais à côté envie de créer, de développer mon activité de coaching, j'allais me former en coaching, donc j'étais vraiment occupée. Je me suis dit, là, tu risques de perdre des enfants, comment tu fais pour être au courant de ce qu'ils font? Donc j'ai pensé à une routine, je me suis dit, bon, tous les soirs quand vous rentrez, vous m'écrivez votre journée. Vous rentrez, ils avaient un cahier, les cahiers de brouillon, vous me racontez votre journée. Pendant que je fais la cuisine, vous êtes dans la chambre, vous écrivez. Et après, on va se poser, avant de dormir, on va prendre le temps de lire. Mais comme ça. Et les enfants ont commencé à écrire. Ils ont leur cahier sur 3 années. Pendant 3 ans, ils ont écrit. Tous les jours, ils écrivaient du lundi au vendredi. Ce matin, je me suis levée à 7h45, j'ai pris mon petit déjeuner, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça à l'école, il s'est passé ça. Et figure-toi, dans les écrits, j'ai découvert beaucoup de choses. Notamment que mon fils était harcelé à l'école. Tout ce qui se passait en dehors de l'école, sur le chemin de retour. Ils arrivaient à me dire ce qu'ils ne pouvaient pas me dire en face. Surtout parce que quand je me posais avec eux pour corriger, je corrigeais vraiment la forme. Mais le fond, je le gardais pour moi. Et quand j'avais des fautes, je corrigeais les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes. Je disais, mais au ramassage, tu m'écris ramassage avec 2 S. C'est pas 2 S. Il dit, si maman, je dis, ah non, tu vas pas me faire ça. Et on prenait le téléphone, on regardait, je faisais exprès pour que le mot reste dans la tête avec 2 S. Et je mettais des points. -2, +2. Et à la fin de semaine, je récompensais avec une petite pièce ou une sortie. Et ça a fonctionné. C'était extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a développé dans ce cahier, donc quand il y a eu des élections, il en a parlé, on a développé le cahier. Et sur la couverture, c'est vraiment la maman qui est posée le soir avec les enfants et qui corrige ce cahier, dans lequel l'enfant peut... Vous voyez, là c'est le cahier de mon fils. Il raconte sa journée. Là, je vais corriger. On va échanger autour. Et à la fin de la semaine, et il me force. Je peux vous dire que là, il y a peut-être 3 ou 4 pages, je n'ai pas corrigé. Mais tous les jours, il écrit. Parce qu'il sait qu'à la fin, il y a une récompense. Tous les jours, ils écrivent. Donc la grammaire, l'orthographe, tout est vraiment... même l'écriture, sur le long terme, on voit l'évolution. Et en bas, il y a des citations de motivation pour les enfants. Parce que mon fils étant harcelé, du coup, l'école fait ce qu'ils ont à faire, mais les parents à la maison doivent faire autrement. Et moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux les aider étant donné que je suis coach? Donc j'ai trouvé des citations pour les enfants, on lit et on travaille là-dessus. Donc vraiment, les enfants, ils ont cette double culture-là que je leur inculque. C'est même pas je les force, je leur montre le bénéfice de pouvoir adopter les deux. Je prends le meilleur et je les aide à grandir avec ça. Donc là, il y a les valeurs et tout. Est-ce que, par exemple, quand il y a des événements, est-ce que tu vas au Cameroun avec eux? On est parti au Cameroun, ça fait longtemps que je ne suis pas partie. Je suis partie en 2018 pour l'inhumation de ma mère. Je suis repartie en 2019 et après il y a le Covid et tout. Mais bien sûr, Léana, elle est partie 2 fois au Cameroun. Les garçons sont partis aussi, mais ils étaient très petits. Mais bien évidemment que c'est prévu. Il faut les amener pour qu'ils puissent voir aussi comment ça se passe et réaliser certaines choses. Je les amène, même en France, je les amène parfois là où c'est très dur, pour qu'ils puissent connaître. Il y a 2 semaines, ils sont partis à Auschwitz, parce que j'aime bien qu'ils soient au courant de l'histoire, qu'ils comprennent comment ça se passe.
Ok. Qu'ils comprennent. Voilà, là, il y a eu l'histoire, c'était ça. Donc, c'est vraiment... J'aime beaucoup. Ouais, c'est important. C'est important. Et ils bougent beaucoup, ils vont en colonie. Ils ne restent pas en France, ils vont dans différents pays, dans différents... Enfin, c'est pas que des colonies, on est un hôtel, c'est parfois où on est vraiment en plein air et tout, parce que je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils aient vraiment tous ces aspects de la vie là. Bah, incroyable. Voilà. Et maintenant, j'ai 2 dernières questions que je pose tout le temps. Oui. La première question, c'est quoi ta définition de l'immigration? Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une image, ce que tu veux. C'est quoi ma définition de l'immigration? C'est une question qu'on me posait souvent de manière large en fait. Et j'avais vraiment la possibilité de dire ce que moi je pensais de l'immigration. Parce que l'immigration, elle est encore perçue aujourd'hui comme ceux qui viennent prendre chez les autres. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que vraiment la vie est tellement simple et que l'immigration ne concerne pas que l'Africain qui vient en Europe. En Europe, il y a des Européens qui vont au Canada, qui vont dans d'autres pays parce qu'ils recherchent une meilleure condition de vie, parce qu'ils veulent travailler. Il y a même des Français qui vont en Suisse, n'allant même pas à l'extérieur, parce qu'ils veulent un meilleur travail, un meilleur salaire. Donc pour moi, c'est ça l'immigration. C'est partir d'un point B à un point A pour une cause, pour une raison X. Okay. Et la raison peut être l'argent, le travail, la santé, fuir des conflits, sauver sa vie, pour chercher le meilleur. Il y a des causes. Tout le monde immigre. Mais cette immigration-là, elle est pointée du doigt, peut-être parce que on reste concentré sur les minorités qui font ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Peut-être parce que la santé mentale, je ne juge pas, n'est pas fixe. Donc pour ma part, vraiment, ce serait bien, l'immigration, c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse. Au lieu de le prendre, peu d'immigrés qui sont partis dans ce contexte clandestin, qui ont réussi, si on peut appeler ça réussite, réussi à s'en sortir, qui ont une situation de vie confortable, on parle, se présente. Non, ils n'en parlent pas, malheureusement. Et généralement, quand on prend la décision de partir contre vents et marées, c'est que derrière, soit on fuit la guerre, soit la famille, ça ne va pas. Il y a une raison. Ce n'est pas évident de partir et de laisser tout et pour... Ça, on ne dit pas assez. Non, on ne le dit pas assez. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais une recommandation, que ce soit un livre, un podcast, une musique, un film, peu importe, mais qui t'a donné de la force ou qui te donne encore aujourd'hui de la force au quotidien? Une musique, sur le tard, c'était... Enfin, je le mettais souvent quand je faisais mes vidéos TikTok. J'aimais bien m'amuser sur TikTok. Amel Bent, Viser la lune. Oh, mais moi aussi. Mais j'aime trop cette musique. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Ouais. Tout simplement parce qu'il y a un message qui est fort derrière. C'est malgré l'adversité, malgré les difficultés qu'on a vécues, malgré les traumatismes qu'on a vécus, qu'on vit et qu'on vivra. Parce que j'ai pour habitude de dire que la vie, c'est comme un électrocardiogramme. Quand vous allez chez le médecin et qu'il met l'appareil, vous voyez, ça fait ça. C'est ça la vie en fait. Il y a des bons, des très bons, des mauvais, de très mauvais moments. Mais il faut être capable de saisir cette capacité qu'on a, la résilience, pour puiser l'énergie quand on est tout en bas pour rebondir. C'est ça. Le jour où ça fait ça, où c'est plat, où tout va bien, vraiment, on est mort. Vous voyez dans les films, quand ça fait tit, c'est fini. Donc ça va être des bons, des moins bons, des bons, des moins bons. C'est une belle image. Donc voilà, il faut vraiment se dire que ça ne sera pas toujours évident, mais que malgré tout, il est possible de puiser la force et la détermination quand ça va mal, dans les épreuves douloureuses, pour s'en sortir et réussir de la meilleure des manières pour soi, mais aussi pour ses enfants. Ce ne sera pas toujours évident, mais il faut le faire. Et parfois, pour le faire, il faut savoir crier quand ça va mal. Aller taper des portes qui sont là. On a la chance, quand même, je le dis souvent, d'être dans un pays où il y a plein d'opportunités. Il y a des spécialistes, il y a des médecins, il y a des structures. Ce qu'il n'y avait pas en Afrique, parce que moi, j'ai passé une partie de ma vie en Afrique, ce qu'il n'y a pas là-bas. Qui sont là, qui ne vont pas venir vous chercher sur votre lit. Ou quand vous êtes en détresse, il y a des associations. Il faut se lever, il faut aller frapper à des portes. Si elles ne peuvent pas vous aider, elles vont vous orienter. Et ça, il faut le faire soi. Mais malheureusement, on ne va pas venir sauver quelqu'un. Si vous n'allez pas bien, vous ne me dites pas, je ne peux pas vous sauver. Donc c'est pour ça qu'il faut inciter les personnes à parler. Si vous ne voulez pas parler dans le cercle familial, il n'y a même pas besoin. Regardez autour de vous, il y a forcément quelqu'un à qui vous allez parler, qui va vous soulager. Ne pas rester avec ces difficultés. Essayez de trouver des solutions. Si d'autres sont passés par là et s'en sont sortis,
c'est possible de pouvoir s'en sortir. C'est beau. Voilà. En plus, on finit sur ça. Merci. Avec grand plaisir. Merci pour cet épisode, c'était trop bien. C'était Merci hyper beaucoup. inspirant. Merci. J'espère que ça t'a plu. Ah, c'était super. Nickel. C'était On a génial. fait notre Merci taf. beaucoup. Merci à toi Sandrine. Merci à tes enfants qui t'ont aidé à faire la nourriture aujourd'hui. Qui ont tout fait. Léana qui a fait, elle était accompagnée de Erwan. L'Erwan a commencé à faire du riz. Elle était accompagnée par le jeune parce qu'il faut en manger. Dans ce parcours-là, il faut la double culture, j'en ai parlé. Merci Léana et Erwan. Merci à l'équipe Diaspora, merci à Naofel, merci à Yacine, merci à Sarah. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Oh, merci. C'est super. Voilà, moi je dis, j'ai de nouveaux nièces, neveux partout, je suis contente. Alors, merci beaucoup à vous de vous être déplacés. Merci pour votre bienveillance et avec grand plaisir, si je peux, avec grand plaisir. Mais de toute façon, on se retrouvera. Ah c'est sûr. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode de Génération Mosaïque. Bisous.